Et mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission B hebdomadaire de cinéma par vos potes, proposée par Wishing Light Channel et Cody Baby Ghost. Bienvenue dans DCP. Pourquoi tu rigoles, Julien ? Je suis fatigué. Oh, il est fatigué. On va être très fatigué, l'émission va être superbe. L'émission, ça va durer 3 heures. Je suis entouré de Julien, de Fred et de Jérémy. Bonjour les potes. Bonjour à tous. Voilà. Fatigué mais en forme. Et content d'être ici. Non, on n'est pas fatigué, on est... On est là. Mais t'as fait un oxymore là, t'as dit je suis fatigué et en forme. C'est ça la beauté de la langue française. Il faut choisir dans sa vie, monsieur. Je ne choisis pas. Chroniqueur et poète. Voilà, merci. On a une émission très chargée, mon ami. On va parler de beaucoup de films. On a même prévu une nouvelle rubrique qu'on a appelée les rattrapages. On connaît ça, les rattrapages. Et pas Nous le sommes- bar. Le rattrapage, on connaît ça en tant qu'étudiant. Mais effectivement, le bar, le rattrapage à Jussieu. Eh oui. Voilà. Eh oui, voilà. La pinte à 3,50. 4 € maintenant. L'inflation. L'inflation. Bref. Aïe. Mais ce sera l'inflation du cinéma vu qu'on va parler de beaucoup de films aussi. C'est vrai Voilà. aussi, on a charbonné les deux Ouais. précédentes semaines. Mais avant ça, messieurs, les actus. Chacun a retenu une actualité qui a marqué un peu son esprit. Et je propose de commencer par Jérémy. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi ? Et bah alors, en plus des chiffres, moi je suis un grand fan et collectionneur de Blu-ray. Et j'ai l'honneur de vous annoncer, enfin, on a l'impression que je vais annoncer quelque chose d'énorme, mais pour les collectionneurs qui s'intéressent un peu, le coffret intégral Blu-ray Lars von Trier est sorti ce mardi, il me semble. Et donc, c'est l'intégrale en Blu-ray de tous les films de Lars von Trier, plus des téléfilms inédits, qui vient de sortir. Et c'est en exclusivité à la Fnac et sur le Potemkin Store, Potemkin qui est l'éditeur des Blu-ray. Et donc, très beau coffret. Franchement, je pense qu'il peut coter pas mal. Donc, si vous voulez faire un peu de bif là-dessus, peut-être plus tard, il vaudra pas mal. Alors, je tiens à préciser quand même qu'il faudra débourser 150 € pour vous le procurer. L'intégrale de Lars von Trier, donc, je crois 14 ou 15 films, Ouais. dont Mais- Nymphomaniac en Director's Cut 5h30. J'allais le dire, Jérémy, il a passé, je sais pas, les 4 derniers mois de sa vie à me parler de Nymphomaniac en version longue en me disant le Blu-ray il n'existe pas. Bah, maintenant, Enfin, si, il existe, mais il était beaucoup trop cher. Il était à 150 €. Et là, j'ai l'intégrale de Lars von Trier, du coup, parce que j'ai acheté, pour le même prix. Du coup, voilà, je vais pouvoir regarder Nymphomaniac, tant loué par Jérémy, mais je ne le regarderai pas avec toi. Oui. Oui, je pense que c'est un film à regarder seul. Alors, petite info, vous avez peut-être vu ou pas The Gentleman de Guy Ritchie. Et ben il va y avoir une série qui va être faite sur Netflix et ce sera avec Theo James qui était dans Divergent. Et de fil en aiguille, ben, c'est pas ma seule info parce que je regardais donc les films qui s'adaptaient en série et là qu'est-ce que je vois ? Le film Les Nerfs à vif, donc film des années 60 originalement il me semble ou 50 je sais Ouais, plus c'est trop. ça, 61 je crois. Ouais, et qui a été remake par Scorsese dans les années 90, bah, va avoir le droit à sa série, avec Scorsese et Spielberg au projet. Puisque à la base, Spielberg devait réaliser Les Nerfs à vif, mais il trouvait ça trop violent. Donc il a préféré faire la liste de Schindler, qui est aussi violent d'ailleurs. Mais voilà. Et en autre film qui va être adapté en série, il y a Mr. et Mrs. Smith. Le film avec Brad Pitt, Angelina Jolie. Et là, ce sera avec Donald Glover. Et en série aussi. Oui, c'est ça. Putain, mais il y a que des séries. Moi, j'ai vu que c'était Parasite. Sérieux Non. Que Bong non, Joon-ho allait sérieux faire en série. Oh. Ça date, cette histoire, mais ça en est où ? Bah, je sais pas. D'accord. Et Fred ? Alors, mon actu, c'est pas vraiment une actu, c'est que je savais pas du tout. Mais Lajli, du coup, là, sort bientôt Bâtiment 5, un film qui parle de la crise du logement en 2005. Et en fait, il souhaite faire une trilogie avec Les Misérables, Bâtiment 5, et un troisième projet qui se passera peut-être aux États-Unis dans les années 90. Du coup, voilà, il a dit qu'il prévoyait pour le troisième film beaucoup d'explosions. Stylé. Non, mais c'est Voilà, bien de je voir un cinéaste français ambitieux. Ouais, mais très ambitieux pour le troisième en tout cas, il est en train de l'écrire, si j'ai bien compris. En tout cas, hâte de voir Bâtiment 5. Oui. Oui. Moi, mon info, mais en fait, je crois que tout le monde l'a vu, c'est la prod catastrophique de Scream 7. Puisque déjà, je crois qu'ils ont écarté Neve Campbell, donc le personnage principal. Il était pas dans le 6. Elle était même pas dans le 6. Non. Ouais, j'ai même pas pris la peine de voir le 6. Mais du coup, Malessa Barrera, qui est devenue un peu la nouvelle tête d'affiche avec Jenna Ortega, a osé soutenir la Palestine. Du coup, elle s'est fait virer par Spyglass. Et Jenna Ortega vient de quitter la prod. Alors, elle a dit, c'est le tournage de mercredi qui m'en empêche. Mais bon, le timing fait que on peut penser autre chose aussi implicitement dit. De toute manière, Scream, moi j'ai lâché l'affaire depuis... Le 4. Ouais, non, ouais. Le 5, pardon. T'avais vu le 5 ? Ouais, j'avais vu le 5, mais nul. Bref, messieurs, passons à notre rubrique habituelle de chiffres, puisque Jérémy a décidé de nous parler de Ridley Scott en chiffres. Et ouais, parce que vu les sorties et les films dont on va traiter aujourd'hui, j'avais le choix entre deux grands réalisateurs sur lesquels je pouvais me pencher pour vous parler de leurs chiffres. Et finalement, j'ai décidé d'opter pour le réalisateur avec le plus de films à son actif. Donc je vous propose de revenir sur les chiffres de la carrière du réalisateur d'Alien, de Blade Runner, de Thelma et Louise, de Gladiator et de tout plein d'autres films que ce serait trop long de les citer. Ridley Scott. Je tiens à préciser que les chiffres du box-office qui vont être donnés ne prennent pas en compte Napoléon qui vient tout juste de sortir, sont seulement pris en compte les versions cinéma. Nous sommes toutes oui.
Alors, Ridley Scott, c'est 46 ans de carrière depuis la sortie de son premier film, Les Duellistes en 77. C'est 27 films, Napoléon est son 28e. Et si vous voulez vous faire un marathon de Ridley Scott, il va vous falloir 3685 minutes, donc prévoyez un bon 2 jours et 13 heures. Ça se programme. Refaisons-le, mon ami. On fait 2 nuits blanches d'affilée. Voilà. On sort. Ah oui, alors oui, c'est 2 jours non-stop, 2 jours, 13 heures non-stop. Bon, je suis chaud. Posons des congés aussi tant qu'on y est. Voilà. Voilà. Alors son film le plus court c'est Legend qui dure une petite heure 34 et à l'opposé son film le plus long en version cinéma je rappelle c'est Napoléon qui vient tout juste de sortir avec ses 2h38. En moyenne un film de Ridley Scott c'est quand même 2h11 il faut le savoir. 3 c'est le nombre de fois où Ridley Scott a sorti 2 films la même année. En 2001 avec Hannibal et la chute du Faucon Noir, en 2017 avec Alien Covenant et tout l'argent du monde et 2021 avec The Last Duel et House of Gucci. D'ailleurs 42 c'est le nombre de jours qui séparent les sorties françaises de The Last Duel et de House of Gucci. Donc c'est vraiment très rapproché. Ensuite, si on prend les notes IMDb, donc Internet Movie Database, son film le mieux noté c'est Gladiator avec 8,5 sur 10 et le moins bien noté c'est Cartel avec 5,3. Et en moyenne, Ridley Scott c'est 7,03 sur 10 pour ses films sur IMDb. Alors maintenant, quel budget alloutons à notre cher Ridley ? Et bah son budget le plus petit, c'était pour son tout premier film, $700 000. Bon après il faut mettre en comparaison avec l'époque et comment c'est maintenant. Et son plus gros budget, c'était pour Robin des Bois, 200 millions. Et en moyenne, un film de Ridley Scott, c'est à peu près 70 millions de budget. Il faut savoir que dans toute sa carrière, Ridley Scott a eu le droit à plus de 2 milliards de dollars de budget. On parle box-office maintenant. Ridley Scott a atteint 7 fois la barre des 100 millions de dollars de recettes aux USA, dont une fois les 200 millions. Son film ayant fait le plus de recettes aux USA, c'est Seul sur Mars, avec plus de 228 millions de dollars. Niveau mondial, c'est également Seul sur Mars qui a engrangé le plus de recettes avec plus de 630 millions. Donc oui, Scott n'a jamais atteint le milliard avec un de ses films. Peut-être avec Napoléon, on sait pas. Il a atteint les 100 millions de dollars de recettes mondiales sur 13 de ses films, soit quasiment un film sur 2. L'ensemble des recettes mondiales de ses films s'élève à près de 4,2 milliards de dollars. Et en moyenne, un film de Scott, c'est 155 millions de recettes mondiales. En France, c'est pas Seul sur Mars qui a fait le plus d'entrées, mais bien Gladiator avec 4 806 654 entrées. Et à contrario, son film qui a fait le moins d'entrées, c'est L'âme de fond, avec même pas 100 000 entrées, 95 515 pour être précis. 12 de ses films ont dépassé le million d'entrées en France, et au total, les films de Scott, c'est plus de 35 millions d'entrées en France, et en moyenne, 1,3 million d'entrées. Et donc, je me suis intéressé aussi à nos chiffres, parce que je vous ai fait participer pour cette chronique également, parce que voilà, j'allais pas faire que parler, et je vous ai demandé quel film de Scott vous avez vu, de Ridley Scott vous aviez vu, et donc, en comptant Napoléon, on va reprendre Napoléon dans les comptes, au nombre de films vus de Ridley Scott, Owen et moi, nous sommes à 10 films vus, chacun, de Ridley Scott. Fred est à 9 films vus de Ridley Scott et Julien à 8 films vus de Ridley Scott. Donc 5 films du RAL ont été vus par tous, Alien, Blade Runner, Gladiator, The Last Duel et Napoléon. Et à contrario, 13 films n'ont été vus par aucun d'entre nous, notamment La Chute du Faucon Noir, American Gangster ou encore Robin des Bois. Est-ce que ça vous intéresse ces films, les films que j'ai cités et que vous n'avez pas vus que Robin personne des n'a Bois, je préfère l'ancien, moi, celui de... C'est quelle année Avec Kevin Costner là. Ouais. Il est trop bien celui-là. King Costner, il m'intéresse plus, tu vois. Donc, voilà. Mais moi, American Gangster, j'en ai souvent entendu du bien, mais après, je sais que c'est assez long. Dans la catégorie genre film long, c'est pas ma priorité. La chute du Faucon Noir, j'en ai entendu du bien, et c'est dans ma wishlist depuis un moment, donc faudrait que je m'y attelle. Voilà. Et Kingdom of Heaven, moi je l'ai pas vu, et en vrai, faut. Voir la version longue directement. Et donc, à savoir que chacun d'entre nous a vu au moins un film de Ridley Scott que les 3 autres n'ont pas vu. 1492 Christophe Colomb pour Owen, Les Duellistes et Kingdom of Heaven pour Julien, Hannibal pour Fred, et pour moi-même, Tout l'argent du monde. Et également, il faut savoir que 2 films de Scott ont été vus par 3 personnes, donc parmi les potes, alors que tous les autres l'ont vu. Julien n'a pas vu Alien Covenant. Je te rassure, c'est pas une grande perte. Oh là là. Non, je suis désolé, tu vas le regarder. Non. En fait, c'est une obligation cinématographique. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. C'est une histoire de sollicitude pour tes camarades, s'il te plaît. Souffre autant que moi. Je vous soutiens. Et enfin, et moi c'est un gros regret, je suis seul autour de cette table à ne pas n'avoir vu Thelma et Louise. Oh, c'est bon, chacun son rythme. Hein. T'es mauvais. Oh, c'est violent ça. Allez, c'est sur là-dessus, c'est sur une insulte de la part de Fred à mon égard que la chronique va se terminer. Et bah écoute, en Bravo tout à cas, toi. tu as un immense film à rattraper puisque Thelma et Louise, pour moi, c'est son meilleur film avec Gladiator. Les duellistes. Et Alien. Alien. Franchement, si on devait choisir un film, pour moi ce serait Alien. Mais... Alien. Gladiator. Ah, en vrai, Gladiator aussi. J'aime beaucoup les duellistes. Mais sinon, Blade Runner. En tout cas, on continue de parler de Ridley Scott puisqu'on va parler de Napoléon, le roi des films historiques, pas du tout historiques, est de retour après avoir retranscrit avec plein d'approximations l'histoire du roi Commode dans Gladiator, la guerre des religions dans Kingdom of Heaven, Moïse dans Exodus, Christophe Colomb dans 1492. Scott décide
de s'attaquer au mythe Napoléon avec Joaquin Phoenix. Les historiens détestent, Scott s'en fout, mais nous chez DCP, qu'est-ce qu'on en pense ? Votre Majesté, nous sommes découverts. Bien. Attendez! On est sur la glace! C'est un piège! Retirez-vous! Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Alors, je vous ressors juste le petit synopsis trouvé sur internet, le synopsis officiel. Un biopic de Napoléon revenant sur son ascension vers le titre d'empereur, vu à travers le prisme de sa relation avec sa femme, Joséphine. C'est bref. Mais ça résume finalement ce qu'est le film, c'est-à-dire une retranscription historique globale de Napoléon, avec comme point central sa relation avec Joséphine. C'était nul. Ouais. Oh, j'aime bien le petit. Ce que ne voient pas cri du cœur. les gens qui écoutent, c'est qu'on a vraiment une tête de dépité actuellement. Genre, les réactions suffisent d'elles-mêmes, là. Non, mais c'est-à-dire que Ridley Scott, de toute manière, avec lui, c'est qui tout double. Soit c'est excellent, genre niveau Gladiator, soit c'est affreusement mauvais. Moi, quand j'ai vu les trailers, je le savais dans mon esprit intérieur. Je me disais, soit ça va être incroyable, soit ça va être de la merde. Mais quelque part, quand je voyais l'imagerie globale du film que je n'aime pas, je le savais. J'y allais un peu à reculons, parce que j'avais le même avis que toi sur Scott. C'était soit ça allait être bien, soit ça allait être vraiment moyen. Et je m'attendais à un truc moyen, tu vois, mais c'était vraiment mauvais, Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. un peu. Non, je peux pas dire qu'on s'attendait à rien, on s'attendait à du Scott. Et Scott, ça implique vachement de choses. Et là, c'est tout ce qu'il y a de mauvais chez Scott en matière de réal. Je pense que c'est son pire film. Non, Oh non, il y a Alien Covenant. Alien Covenant existe. Mais, par définition, pour moi, c'est le film, de tous ceux que j'ai vus, c'est le film le plus raté de Ridley Scott. Genre, on est à un niveau de ratage qui fait de la peine. Et donc pour moi, Napoléon, c'est le secret d'histoire le plus cher du monde avec sans Stéphane Bern. Et tu sais, ce que je me disais, c'est que je me disais, honnêtement, le gros problème du film, comme on l'a dit rapidement, c'est que c'est une succession de tableaux, finalement, c'est une succession de séquences sans lien entre elles, quasiment, ou très peu, ou du peu de lien que tu as qui est quasiment incompréhensible. Et en fait, franchement, tu prends la voix de Stéphane Bern, tu prends le secret d'histoire Napoléon Stéphane Bern, tu prends sa voix, tu le montes sur le Napoléon de Scott, et bah t'as un putain d'épisode de secret d'histoire, Ce serait avec génial. des illustrations incroyables. Mais venons, on fait ça. Oui. On va faire un montage YouTube comme ça de 2h37. Voilà, Ah, parce on que mettra le lien. ce qui manque à Napoléon, c'est il n'y a pas de narration, en fait, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a rien. C'est vraiment, Il a tu pas as fait une un film, séquence, quoi. Il a- t'as vraiment une séquence qui arrive. Par exemple, tu prends Tao Austerlitz. Pas de contexte, c'est Napoléon, c'est la guerre, Austerlitz. Boum, séquence suivante, Napoléon, Joséphine. Boum, séquence suivante, c'est le traité de Tislit avec les Russes. Boum, séquence suivante, la campagne de Russie. C'est tout. Et entre les deux, t'as Napoléon et Joséphine qui s'engueulent. Ou qui ont des relations sexuelles. Voilà. Oui, les relations sexuelles qui sont un peu trop nombreuses à mon goût. Mais effectivement, ce que tu soulignes, c'est qu'il y a comme des cases historiques cochées pour faire suivre la narration. Sauf qu'en fait, vu que le film décide de s'en foutre un peu, de se torcher le cul avec l'histoire, moi je connais pas l'histoire de Napoléon. En vrai, c'est horrible français que je suis. Je suis une bille en histoire concernant Napoléon. Mais le film, du coup, pour les historiens pointus, ils vont être énervés, puisque du coup, ça parle de Napoléon, mais pas bien. Et pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui ont envie de découvrir un peu, bah le film ne les aide pas à découvrir l'histoire de Napoléon, vu que il n'est jamais clair sur ce qu'il se passe actuellement. Moi, je m'attendais à un film sur une ascension politique et européenne, puisque c'est ce qu'est Napoléon, sauf que toutes les intrigues politiques sont complètement absentes, et que les batailles ne sont jamais expliquées d'un point de vue diplomatie européenne. Tu sais pas pourquoi ils font des batailles. Non mais c'est ça, il y a un gros manque de recontextualisation politique, enfin même de recontextualisation en général. En fait, c'est vraiment ce que tu disais. C'est on a une scène, tu connais l'histoire, tant mieux, t'auras peut-être le contexte global, mais tu la connais pas. Démerde-toi avec ce que t'as, quoi. Enfin, Notamment, c'est parce que, en fait, Napoléon, si la période napoléonienne, elle est extrêmement guerrière, c'est-à-dire que c'est un conflit, enfin, c'est cette coalition pour vaincre Napoléon. Ça commence, les batailles napoléoniennes, ça commence pendant la Révolution française, donc c'est plus de 15 ans de bataille. Mais sauf qu'il y a un énorme enjeu diplomatique et géopolitique, c'est-à-dire que entre-temps, entre les batailles, en fait, tu as des centaines de sessions entre les conseillers, les diplomates, et à chaque fois que tu as un combat, en fait, c'est une période extrêmement complexe. Tu peux pas comprendre pourquoi, d'un coup, tu es en conflit contre l'Autriche, les Anglais, les Russes, pourquoi ensuite tu es en conflit qu'avec les Russes, pourquoi, en fait, en voyant ce film, tu ne peux pas comprendre
pourquoi Napoléon, pendant 15 ans, est sans cesse en conflit. Parce que rien ne t'a été expliqué. Et le seul truc qu'on te donne, c'est juste Napoléon fait la guerre. Pourquoi on pourrait dire parce qu'il veut être conquérant, parce qu'il n'a pas le choix, parce que c'est la politique. Non, on nous dit que ce serait à cause de sa relation avec Joséphine, sauf que sa relation avec Joséphine, elle est mais survolée. Pour un film dont tout le prisme était cette relation amoureuse, la relation est vraiment survolée. Surtout que t'as l'impression que la conquête napoléonienne et sa relation avec Joséphine sont vraiment genre extrêmement éloignés en matière d'intrigue. C'est-à-dire que il fait sa conquête, il rentre chez lui, il fait l'amour et il est triste, il retourne faire sa conquête et il continue d'écrire ses lettres, Oui, mais c'est ça, ça ne se rejoint jamais en matière de montage et d'intrigue. Donc du coup, ça fait que t'as l'impression d'avoir 2 films en un, mais de manière très bâtarde. Ah si, le seul moment où t'as un peu ça, c'est quand on lui dit que attends, ta meuf elle te trompe peut-être, tu vois, je trouve un peu. Ouais, mais genre tu sais, ça intervient en mode il est loin, elle le trompe, il revient et il s'occupe de ses histoires d'amour et pas du pays, tu vois. Comme tu disais, si t'as pas un peu un bagage historique derrière, rien ne t'est donné en clé pour comprendre déjà le coup d'état. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes les autres adaptations de Napoléon, déjà c'est rare que les films sur Napoléon traitent toute la période napoléonienne. Le film de Gans, déjà, de 7 heures, en fait, ça ne traitait que de sa jeunesse. Donc, bataille d'Italie, je crois qu'il y a l'Égypte aussi, mais ça ne traite pas de quand il est empereur. Et ensuite, souvent, c'est soit le film c'est sur Austerlitz, soit c'est sur Waterloo, etc. Et du coup, si t'as pas tout ce bagage historique, tu comprends même pas pourquoi il en arrive à ce coup d'état-là. Le seul truc que t'as, c'est d'un Napoléon, il est à Toulon, bon, ok, il gagne, il le siège. Ensuite, on l'envoie en Égypte, ça, on t'explique pas pourquoi. Alors, ce qui est un peu important, on t'enlève le passage des guerres d'Italie, et ensuite il revient en France, tout le monde l'aime, etc. En fait, ce que te dit pas le film, c'est que ce qui fait que Napoléon devient populaire, c'est les guerres d'Italie. Donc, c'est ce qui se passe juste après le siège de Toulon. C'est-à-dire qu'il arrive en Italie, les armées, elles sont totalement... Enfin, ils ont plus de munitions. Les tenues sont mortes, ils sont en infériorité numérique. Ils gagnent les conquêtes d'Italie. Et ensuite, il devient extrêmement populaire grâce à ça, parce qu'en fait, il sauve d'une certaine manière la France de l'invasion. Et vu qu'il est trop populaire, le directoire l'envoie en Égypte pour se faire oublier. Et à partir de là, il devient de plus en plus populaire et on veut l'approcher pour faire le coup d'état, pour virer le directoire, etc. Et après, pour mettre le consulat en place. Mais là, en fait, l'Égypte, c'est vraiment 10 minutes et elle sert juste à dire, oui, Joséphine, elle te trompe. Plus un coup de canon sur les pyramides. Voilà ça, et en plus qui est faux, non? Oui. C'est impossible de tirer, ça n'est jamais arrivé ça. Non, c'est jamais arrivé. Et je pense qu'on a plus de contexte historique grâce à Julien que grâce au film, c'est dingue. Mais tu sais que ce matin, je lisais le Wikipédia de Napoléon, et en fait, je me rendais compte de tous les trous qui avaient lieu. Mais en même temps, c'est pas grave pour moi qu'un film sur Napoléon, surtout qui dure 2h38, ait des trous et des approximations. Là où le bas blesse, c'est que, à trop vouloir parler de tout, le film ne parle de rien. Et non seulement t'es perdu, en plus tu te fais chier. Oui. C'est ça, c'est que les séquences s'enchaînent de manière ultra rapide. La séquence la plus longue, c'est la bataille de Waterloo, c'est ça? Qui doit bien durer une bonne vingtaine de minutes. Qui est même pas si long que ça, finalement. Mais vu que toutes les scènes durent max 5 minutes, ouais. En comparaison, traîne la longueur. Hein. Elle paraît interminable, hein. Ouais, mais du coup, comme on disait, vu que toutes ces scènes, s'enchaînent sans vraiment de contexte, t'as pas de suspense, t'as pas d'enjeu. De toute façon, l'histoire de Napoléon, même sans la connaître, tu connais globalement les grandes lignes, tu sais que ça finit mal. Mais en fait, t'as jamais ce moment où tu te mets dans le film, tu te dis... quelle stratégie vont-ils mettre en place? Comment ils vont s'opposer, etc. C'est vraiment une succession de tableaux, tout simplement. Mais avec tout ça, je trouve qu'il n'arrive pas à nous faire apprécier les personnages secondaires. Déjà que les persos principaux, il a du mal. Les persos secondaires, il n'essaye même pas. Comment tu le reconnais? On te met un synthé avec son nom, son grade, et puis basta, tu te démerdes, maintenant c'est lui, et puis voilà. Parce qu'il ne veut même pas se faire chier à essayer de te dire attends, faut que je me souvienne de lui, etc. Enfin, même pas une once de développement. En fait, il a fait un film juste pour parler d'événements historiques sans vraiment prendre en compte ses personnages. Mais d'où ma comparaison avec Secret d'Histoire, parce que vraiment c'est ça quoi. Enfin... Au moins, Secret d'Histoire, t'apprends un truc. Oui, mais en même temps, moi je me disais, ok, ça va être long et chiant historiquement parlant, mais il va y avoir des bonnes batailles. Mais je trouve même pas que les batailles soient très cool. Elles sont expéditives, à part celle de Waterloo, elles sont expéditives aussi. Hein. Ouais, mais même en matière de montage, le montage, ça va. Moi, ce qui m'embête beaucoup avec le film, c'est la photographie qui est ultra sombre. C'est comme le dernier duel, c'est tout bleu, c'est tout gris. Mais dans le dernier duel, tu discernes les visages et tu discernes la performance des acteurs. Ce qui est même pas le cas dans Napoléon. C'est-à-dire que le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix, qui est pas très intéressant, on va dire que Scott lui donne pas beaucoup à manger déjà en matière de performance, il a toujours le visage dans l'ombre, toujours très bleuté, noirci. Du coup, tu vois rien en matière de performance d'acteur et c'est vachement emmerdant. Et même du coup, dans les batailles, tu vois
En fait, tu discernes des formes, mais tu discernes pas la violence des actes, tu discernes pas la lucidité du plan d'attaque, tu discernes rien, du coup, c'est pas du tout Tu marquant. discernes juste la violence parce que c'est ce que Scott sait mettre en scène, c'est tout. Il y a même pas tant que ça de violence, hein, je veux dire. Oh, il y a du sang. Voilà, non, dans ce que je veux dire, non, violence dans ce sens-là, où il te montre des actes, des actes horribles, entre guillemets, et qui sont montrés de manière frontale, c'est tout ce qu'il sait faire, en fait. Mais tu sais, c'est quoi, quand j'y pense, The Duelist, donc, qui est son premier film, donc, ça se passe sous le Premier Empire aussi, c'est toute la période napoléonienne, et en fait, c'est deux soldats français, je sais plus leur grade, des commandants ou des capitaines, en fait, qui s'affrontent en duel sur plus de 15 ans, et en fait, à chaque fois qu'ils s'affrontent en duel, aucun n'arrive à éliminer l'autre. Et ben, je trouve que dans ce film, tu ressens plus toute l'épopée napoléonienne dans un film où on ne voit jamais Napoléon, on ne voit que deux soldats se battre, que dans Napoléon justement. Puisque dans The Duelist, en fait, tu vas avoir ces plusieurs tableaux, donc tu les vois, je sais plus si c'était juste après la bataille d'Austerlitz, mais tu les vois pendant l'Empire, et tu les vois jusque dans la débâcle de Russie, et tu ressens beaucoup plus toute cette épopée napoléonienne, puisqu'en même leur dernier combat arrive au moment de la Restauration. Et ben en fait, dans un film qui est en plus beaucoup plus court, qui ne traite pas donc de Napoléon frontalement, tu parles mieux de l'époque napoléonienne que sur son propre film dédié à Napoléon. Ça pique. Après, le film devait faire 4 heures, c'est ça 4 heures, C'est vrai qu'il faut le dire, c'est que le film a quand même 4h30 il a 2 heures en moins de coupé. Mais honnêtement, quand je vois comment est monté le film, je pense pas que 2 heures peut le sauver en fait. Et les coupes sont visibles en plus dans le montage cinéma. Putain, Moi, c'est fondu au blanc, tu comprends que là c'est un moment où alors attends, on peut pas caser les images donc on va mettre un fondu au blanc. Moi, la question que je me pose par rapport à cette version longue, c'est est-ce que la version longue va permettre d'élargir des séquences déjà présentes dans le film pour les rendre un peu plus marquantes, les contextualiser un peu plus, ou est-ce que c'est juste pour ajouter d'autres événements historiques? Parce que pendant tout le film, t'as une date, un événement. Genre, tu sais, c'est comme si tu lisais un chapitre et tu disais, t'as lu ton cours d'histoire, tu sais que ça, c'est ça vite fait. Mais justement, est-ce que cette version longue va te permettre un peu de recomprendre un peu ces choses-là, ou est-ce que ça va juste être des nouveaux chapitres supplémentaires et incompréhensibles? Je pense que ce serait un peu des deux, tu vois. Enfin, rallonger certaines scènes et en rajouter des nouvelles, en fait. L'Italie, peut-être, ouais. Ouais, mais pareil, comme je te dis, concernant l'Italie, en fait, je me suis posé la même question qu'Owen. Si il refait son montage et on se rajoute, peut-être qu'il augmente un peu plus l'Égypte, peut-être qu'il rajoute l'Italie, allez, peut-être qu'il rajoute la guerre d'Espagne, je sais pas, il rajoute l'invasion de Naples, il ajoute la bataille de France, donc quand la dernière coalition envahit la France, bah c'est bien, mais en fait, ça fera exactement le même problème que le montage cinéma, une succession de séquences sans développement. Donc j'espère que la version longue, c'est pas plus de séquences historiques, on va dire, mais juste le développement des séquences déjà présentes dans la version ciné. Ouais, ou le développement de la relation entre Joséphine et Napoléon, quoi. Aussi. Après, moi, pour être honnête, cette relation entre Joséphine et Napoléon, je la trouve inintéressante dans le film. Mais parce qu'il n'y a pas d'alchimie entre les acteurs. C'est vrai. Ça, c'est... Si on ça te pète le truc, mais en fou. Si on revient sur la question des acteurs, je trouve que Vanessa Kirby, qui est une très bonne actrice, pour l'avoir vue dans The Crown, je pense qu'elle est mal dirigée. Mais surtout, Joaquin Phoenix, c'est même pas qu'il est mal dirigé, soit il en a rien à foutre, soit il est mauvais, soit c'est un mélange de Joker, Boy the Fred, sur un personnage comme Napoléon. Donc ça va pas du tout ensemble. Ouais, mais je me faisais la réflexion devant Boy the Fred, c'est que dans Boy the Fred, même si j'aime pas le film et j'aime pas ce que le film fait de Joaquin Phoenix, il lui donne quelque chose à jouer. Il passe tout le film à geindre, c'est très énervant, mais il délivre une performance qui, au moins, lui se libère. Dans Napoléon, il est tout le temps stoïque, il est tout le temps le regard noir, laconique, et il fait rien, sauf quand il fait le cul. Ouais. Quand il fait le sexe, Joaquin Phoenix, quand il faut jouer les talons, le cochon, ça il sait faire, hein. Et d'où la caractérisation du personnage aussi, en fait. Enfin, la caractérisation du personnage, elle me donne pas envie de le suivre. Oui. Après, c'est Napoléon. Bah surtout que sa caractérisation par Scott est incohérente. D'un côté, au début, c'est ça qui est très bizarre, c'est qu'il te montre l'ascension de Napoléon au début, donc plutôt stratège, un peu dans l'ombre, donc on enchaîne Toulon, t'as le coup d'état, etc. Ensuite, ça devient un gros débile. Alors vraiment, c'est un beauf, débile, etc. Un enfant aussi. Oui, mais c'est ça, t'as littéralement cette scène où il est à deux doigts de pleurer parce que les Anglais veulent pas faire la paix. Il est là, oui, mais ils ont des bateaux et pas moi. Il se barre de la scène. Je me rappelle, on a rigolé sur cette scène. Oui. Et voilà, et ensuite, on a ça. À la fin, petit sursaut au moment de Waterloo, genre, oh, ils font une stratégie et tout, voilà. Et à la toute fin, donc on te dépeint un mec, une sorte d'enfant, qui est même pas un puissant ni un tyran, c'est vraiment un enfant qui est là. Et à la fin, t'as Scott qui te fait le long portrait, il a causé tant de millions de morts, etc. Mais il faut choisir, soit tu le caractérises comme un tyran, etc., dictateur, tyran, etc., diabolique, comme on l'appelait, l'ogre, soit t'en fais un enfant nul, mais tu vois pas comment un enfant, comme présenté dans le film,
Enfin, ça a aucun impact. Tu peux mettre, il a fait 10 millions de morts, tu me montres un enfant et un mec débile. Donc, c'est pas cohérent en fait de caractériser ton personnage comme ça. C'est ça, même dans toute la promo et tout, tu vois, t'as des affiches avec marqué des mots-clés et tout, je crois que t'as des trucs genre tyran et tout. Mais il n'est pas tyrannique dans le film. Il n'est à aucun moment tyrannique, c'est juste un gamin qui est pas content et qui veut faire du cul. Voilà. En tout cas, c'est un raté. Un très gros raté. Ah oui, si juste pour parler vite fait de la musique que je trouve omniprésente, et à un moment donné ça m'a saoulé. Juste, le truc intéressant, c'est que d'un des moments clés, t'as un truc qui se rapproche un peu du chant corse, et donc j'ai trouvé ça quand même un peu pertinent, mais c'est bien la seule chose que j'aurais à retenir de la musique. Ouais, ça me fait beaucoup réfléchir pendant le film. J'étais là, je me disais Joséphine, ça me rappelle, je connaissais une Joséphine. Ah oui, quand t'es au point de penser à ta propre vie plutôt qu'au film. Ouais, Non, mais c'est ça. c'est vrai que quand tu t'ennuies devant un film, tu réfléchis beaucoup. Et c'est là où tu te rends compte que t'aimes pas le film. En plus, ça te laisse le temps de réfléchir à pourquoi t'aimes pas le film. C'est ça. Bref. Bah écoute, si on pouvait finir sur ça, regardez Waterloo, le film qui a été fait en 1970. J'ai plus le nom du réalisateur, j'ai pas écorché son nom, je l'ai plus trop en tête. C'est celui qui avait fait aussi la grosse version de 7 heures de guerre et paix. Donc voilà, film qui a aussi des petites erreurs historiques, mais c'est pas un souci puisque ça gêne pas. En fait, c'est fait pour la progression de la narration. C'est 2 heures sur Waterloo, c'est très bien. Et en vrai, regardez la série avec Christian Clavier. Franchement, c'est Christian Clavier, certes, mais il fait un bien meilleur Napoléon que Joaquin Phoenix. Et il fait un portrait bien plus complexe de Napoléon et beaucoup plus intéressant à regarder. Il aurait fallu en fait juste prendre un événement, quoi. C'était ça le défaut de ce film, c'est d'avoir. Bah après, voilà, la série de Christian Clavier, je crois que c'est 5 ou 6 épisodes de plus d'1 heure chacun, donc forcément, t'as plus de matière, mais je vous conseille. Ou alors Scott fait une série. Et il va y avoir une série de Spielberg aussi sur Napoléon. Ah Encore. Ça fait beaucoup, beaucoup là. là, non? Bref, Jérémy. Et bah, pour les chiffres de Napoléon, donc le budget, les sources ne sont pas d'accord entre elles, donc j'ai pris un truc global, donc ça sera entre 130 et 200 millions de dollars de budget pour Napoléon, distribué par Sony Pictures et encore une fois un Apple original, donc en ce moment Apple entre Scorsese et Scott, bon, ils produisent du bon comme du moins bon on va dire, et enfin pour le premier jour du 22 novembre 2023 en France, c'est 121 840 entrées, premier des nouvelles sorties. Alors j'aurais bien aimé avoir les chiffres des States parce qu'il est sorti le même jour, mais là, même à l'heure à laquelle on enregistre, ils y sont pas. Bon, et bah messieurs, abandonnons Scott et passons à un autre grand réalisateur très renommé, puisque c'est David Fincher. Et pour la première fois, on va parler d'un film Netflix, puisque Fincher a scellé sa lettre d'amour avec Netflix, puisqu'il avait déjà fait Mank il y a 2-3 ans, et maintenant il a fait The Killer avec Michael Fassbender. Voilà les conditions. Mon approche est purement logistique. Si je suis efficace, c'est grâce à un simple fait. J'en ai rien à. Donc du coup, The Killer, de quoi ça parle? Après un désastre évité de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs et lui-même, dans une mission punitive à travers le monde qui n'a soi-disant rien de personnel. Alors, messieurs, il me semble qu'il y a un homme autour de cette table qui a kiffé sa mère. Vas-y Fred. Ouais, c'est moi. Ah, pardon. Non, moi j'ai adoré The Killer. Pourquoi pas vous? Non. Qu'est-ce qui... C'est la première fois de ma vie que je n'aime pas un film de David Fincher. Alors, Mank était déjà un peu en dessous, mais je lui trouvais des trucs cool. Je n'aime pas du tout The Killer. En fait, The Killer, c'est peut-être, comme on disait avec Napoléon, c'est le genre de film où des fois c'est assez lent, il se passe pas grand-chose, et toi tu réfléchis. Mais là, tu réfléchis bien, parce que tu réfléchis à ce qui est dit. Non? Ah ouais? T'as Non. réfléchi. Mais non. T'as réfléchi combien de fois quand il disait stick to the plan? Stick to the plane. Restez Non, mais fixé. bref, Julien, toi t'en as pensé quoi? Moi j'ai trouvé ça moyen. En fait, je trouve qu'il y a un seul truc bien dans ce film, c'est la grande scène d'introduction. Et en fait, ça aurait pu être un court métrage. Voilà, la scène d'introduction, ça s'arrêtait là, c'était très bien parce que la scène d'introduction, je la trouve super intéressante. Genre le côté la solitude, le côté très minutieux, cet enchaînement, ce plan qui se met en place. T'as quelque chose vraiment du point de vue, l'œil qui regarde. Ça fait pas mal penser à Fenêtre sur cour. D'une certaine manière, sauf que là le personnage il a un sniper et t'as toute une chose avec des plongées, des contre-plongées et vu que le tueur tu ne le connais pas à ce moment-là, t'as ce côté anonyme mais tu partages vraiment son œil en tant que spectateur. C'est vrai que dès que tu mets dans le film ce côté où il doit venger
On spoil souvent, on s'en fout. Oh, vas-y, spoil. Venger qui déjà? Ah oui, Bah, venger parce que sa après, pote. tout le principe du film, c'est qu'il doit venger sa pote, meuf, je sais pas, qui s'est fait agresser justement. En Sa reprise. concubine. Sa concubine. Et il y a un peu ce truc où effectivement tu perds le côté tueur de sang-froid qui a pas de sentiment, mais en même temps il reste quand même un tueur de sang-froid. Tu te dis pourquoi il fait ça, pourquoi il se venge, pourquoi. Je trouvais ça un peu dommage, moi, qui a ajouté ça, pardon. Je disais juste une précision, parce que je savais pas quand j'ai vu le film, mais en fait c'est une adaptation d'une bande dessinée franco-belge. Voilà, qui a déjà une bonne quinzaine de tomes à son actif. Jérém? Oui, et quand tu parles de la séquence d'introduction, tu parles de toute la séquence dans Paris ou juste Ouais, le tout. tout début? Je parle vraiment jusqu'à la fuite en moto. Donc vraiment, cette énorme séquence ok. de début là, que Ouais. pour moi, je la trouve, Ah oui, je la trouve génial. réussie. Pour Ouais, moi. mais même là-dessus, j'aurais un truc à redire, c'est que c'est déblatération solitaire et tout, à un moment donné, ça me saoule quoi. Mais en fait, cette déblatération, moi au début du film, je me suis dit, ah, c'est marrant, c'est pas mal, j'aime bien. Mais étirer sur 2 heures, non, s'il vous plaît. Non, Non. moi, c'est pour ça que j'ai aimé le film, moi, justement. Ah ouais? C'est pour la voix off. Parce que tu vois, quand au début, il te dit des trucs très factuels, limite en mode, oui, McDonald's, c'est pas mal parce que tu as 10 grammes de protéines dans chaque viande pour moins d'1 euro, t'es en mode, ah, genre le côté très méticuleux de l'homme. Sauf qu'en fait, il dit des choses très méticuleuses, mais en même temps, tous ses plans foirent. Oui, mais ça, voilà, justement, je voulais venir à là. Ce que j'aime bien dans le film, c'est que t'as un peu ce truc où dès que t'as une voix off très minutieuse qui orchestre tout, tu dis bah tout va être bon. Et en fait, tout ce qu'il dit part en couille. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que il cesse de vouloir expliquer qu'il a le contrôle sur tout, mais en fait non. Et à aucun moment dans le film il a le contrôle, le mec. Mais d'où la litanie, ça me saoule, d'où la litanie qui me saoule, la stick to the plan, tout ça. Je sais que j'ai compris que tu vas pas suivre ton truc, j'ai compris, putain. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ouais, non mais en vrai, vraiment, je m'attendais à rien et du film, mais c'est pas que je suis déçu parce que vraiment, j'en attendais rien. Donc, je suis même pas déçu, c'est juste que je trouve le film pas bon et puis voilà. Mais c'est marrant parce que quand je regardais le film, je me faisais la réflexion, putain, c'est l'esthétique Netflix. Mais en même temps, l'esthétique Netflix a été influencée par Fincher, par House of Cards, par tout ce qu'il a fait avec Mindhunter aussi. Donc du coup, il y a cette étrange entre-deux de l'esthétique Netflix qui est sale mais propre en même temps c'est le Fincher numérique. Et mais en même temps, moi j'ai toujours considéré que Fincher c'était un des meilleurs metteurs en scène de ces 25 dernières années. Il n'y a qu'à voir Seven qui pour moi est un des meilleurs films de tous les temps. Mais là, évidemment c'est impersonnel, c'est très froid, mais c'est très ennuyeux aussi. Ah ouais, j'ai somnolé pendant le film, Owen peut en témoigner. Ouais, j'ai dû le frapper. Mais je pour trouve le qu'il réveiller. part partout, il prend plein de billets d'avion, il change d'endroit, il a des cibles, il y a chaque fois plein de cibles et tout différentes. Bah ça aussi, là, il passe sa vie à prendre l'avion et à conduire. Non mais sérieux, genre il y a 20 minutes de Fassbender qui conduit. Genre si tu voulais faire une pub... Ah, je rompiche fort. Et effectivement, Fincher, avant de faire du cinéma, il a fait des pubs. Et tu le ressens parce que putain, ça On dirait des putains de bagnoles, des pubs de bagnoles quoi. Parce que la des- Hyundai i6, putain, je l'ai vu dans le film. Après, ça, j'ai trouvé, c'est les thématiques totalement fincheriennes, si je peux utiliser ce Oui. terme. Vraiment, tout ce qui est sur la société capitaliste et la publicité, c'est ce que tu retrouvais déjà dans Fight Club. Et là, c'est vraiment la quintessence. C'est vraiment la société. En fait, tu commandites un meurtre aussi vite que tu commandes un McDo. Et c'est ça, tu commandites un meurtre aussi vite que tu prends un avion pour te rendre sur le point A, sur le point B, etc. Donc, au niveau de cette thématique, il se retrouve bien sur The Killer. Mais là où je vous rejoins tous les deux, c'est que pour moi, t'as la scène d'intro. Et après, en fait, il n'y a plus rien, c'est redondant. C'est-à-dire que c'est tout le temps le même processus qui est mis. Donc, je trouve que ce mantra intérieur, ce monologue intérieur qui est fait dans la scène d'intro, ça fonctionne, c'est la solitude, il est livré à lui-même. Sauf que tu le comprends pour les 20 premières minutes. Au bout de 2 heures, c'est ça, il dure quoi, 2 heures le film 2 heures. Oui, c'est bon, après 40 minutes, on est un peu ras-le-bol. Ouais, c'est ce que tu disais d'ailleurs, Owen, pendant le film, c'est que la dynamique de duo qui est un peu chère à Fincher, elle se retrouve pas des masses. Et en fait, c'est des duos qui changent constamment parce qu'il va rencontrer un nouveau personnage pour lequel il va devoir le tuer, je crois. Pas forcément, mais. Ouais, parce que le film est chapitré. Ce qui est une première chez Fincher, c'est que le personnage bouge tellement que... Est-ce que tu considères que les journées dans Seven c'est des chapitres ou pas mais... Ah oui, effectivement, c'est vrai que ça allait carrément, en fait, je dis des conneries. Mais effectivement, chez Fincher, tous les films de Fincher, quasiment tous, sont construits sur des binômes. Seven, c'est Brad Pitt, Morgan Freeman. Fight Club, c'est Brad Pitt et Edward Norton. Millennium, Zodiac, Gone Girl. Et là, justement, à avoir un personnage solitaire, ça fait un nouveau défi pour Fincher que je trouve qui se foire littéralement parce que le personnage, étant donné qu'il est très solitaire et très froid et qu'il n'évolue pas, le film n'évolue pas avec lui. Et ça te met à distance en tant que spectateur au bout d'un moment. C'est pour ça, en fait, pour moi, The Killer, ça aurait pu faire un court-métrage intéressant, mais c'est tout. Moi j'ai eu l'impression des fois de jouer à un jeu vidéo. Et j'ai beaucoup pensé à Hitman en voyant ce killer. J'étais un peu en mode tue cette personne, c'est bon, tue-la, Ouais, tue-la. les séquences d'infiltration, tout ça un peu. Ouais, même en fait tout le film j'ai eu. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, il y a trois trucs que j'ai bien aimés dans le film.
D'abord, les exercices d'étirement de Fassbender. Mais parce que c'est toi. Non, j'en suis pas encore là. Mais je trouve ça très impressionnant et ça m'inspire pour faire mes étirements. J'avoue, le début, à un moment donné, il fait un mouvement, il était en mode waouh, quand je pourrais faire ça. Ah ouais, non, mais j'ai hâte. Deuxième chose, j'ai beaucoup aimé Tilda Swinton. Oui, Voilà. la scène, donc la séquence avec Tilda Swinton était super cool. Elle a fait une superbe blague sur un ours. Voilà. Oh non, c'est tout. Oh, putain, Non, c'est tout ce qu'il a retenu Tilda Swinton, c'est la blague de l'ours. Non, évidemment, le personnage de Tilda Swinton est génial et j'aurais adoré. Il se retrouve face à lui-même, tu vois. Et... Ouais, et j'aurais adoré l'avoir plus longtemps. Et la troisième chose que j'aime vraiment beaucoup dans le film, c'est la scène de baston. Et c'est la première fois où je me suis dit, putain, Fincher qui fait de la baston. Bon, il y avait ça un peu dans Fight Club, mais là, c'est trop bien. C'est une des meilleures scènes de baston que j'ai vues ces 5 dernières années au cinéma. Julien, oui. Tu vois, c'est marrant parce que tu regardes, que ce soit vous, la critique, tout le monde loue cette scène de baston. Moi, elle m'a pas mal ennuyé en fait. En fait, moi, quand on passe dans ce passage-là, j'ai forcément John Wick en tête. Et moi, je trouve que John Wick, je parle du premier, les autres, je les ai pas vus. Je trouve que le premier, c'était une grosse réussite en termes de chorégraphie et de scène. Et là, j'ai l'impression de voir une sorte de pastiche de John Wick, mais sans le punch, sans la réussite. T'as dit quoi, Jean John Wick. Voilà, pour moi, c'est ça. Cette scène-là, je voyais plutôt du John Wick. Surtout que je trouvais qu'il y avait assez peu d'intérêt. D'un coup d'un seul, il retrouve le mec, ils s'affrontent. Bon, je sais pas, je l'ai trouvé très vite. Et en fait, pour moi, le conflit qui est mis à ce moment-là, en termes de narration et de scénario, il est très vide, donc ça m'a pas. Puis même visuellement, je trouvais ça assez basique. Écoute, elle m'a pas marqué cette scène de baston, malgré qu'elle ait l'air d'avoir marqué tout le monde. De toute manière, le scénario est très basique Oui. et ne crée pas beaucoup d'enjeux. D'ailleurs, moi, à la fin, j'étais en mode genre, tu vois. Mais du coup, la scène de baston, même si tu la retires, tu la laisses, le film reste le même. C'est quand même une scène qui m'a réveillé. Bien joué. Voilà. Mais je trouve vraiment que le film expérimente beaucoup avec la voix off en tout cas. Elle est omniprésente à tel point que t'as l'impression qu'il y a genre 2 personnages, tu vois. Genre qu'il y a une voix off et qu'il y a le mec en dessous qui genre écoute la voix off et qui fait ce que tu vois. Non. Parce que vous avez pas ce Justement parce sentiment-là qu'il le fait pas. Ouais, mais c'est ça qui est drôle du coup, t'as l'impression d'avoir 2 trucs, 2 entités quoi. Est-ce que ce serait pas là le fameux duo du Fincher? C'est ça, ce serait pas une sorte de duo d'avoir une la voix off et lui-même. Et lui-même. Moi, je viens de me rappeler d'un truc d'ailleurs. C'est le scénariste, parce que c'est le même scénariste que Seven. Et c'est un mec qui fait pas beaucoup de scénarios. Seven, le mec l'a écrit quand il travaille dans un fast-food, dans un petit appartement new-yorkais de 17 mètres carrés où il était complètement dépressif et pas loin du suicide. Et Seven, c'est un film de déprimé. De toute façon, Seven, c'est un film sur un mec. Le mec qui a écrit Seven, c'est un mec qui déteste le monde, visiblement. Et il y a quelque chose de cynique. Alors que dans The Killer, il y a le cynisme, mais un cynisme presque complaisant. Je sais pas si ça vous a fait cette sensation-là. Le tueur, ce complet. Ouais, non, il y a un cynisme global, tu sais, en mode genre le monde c'est nul, mais en même temps la société de consommation. Mais quelque part, je m'y retrouvais plus. Alors que c'est du Fincher, mais je m'y retrouvais plus là-dedans. Ouais, comme c'était un peu cette critique de société, mais à la fin, bon bah c'est comme ça et puis c'est tout quoi. Oui, puis à la fin, il se pose sur son transat et puis il s'en bat les couilles. Bah, à la fin, j'ai totalement eu l'impression qu'il se suicidait. Attends, l'épilogue pas du tout. Bah, à la fin, il explique qu'il retourne dans la masse, qu'il arrête de toujours fuir c'est vrai. tout. Et à la fin, t'entends une sorte de tic-tac. Ah ouais. Putain, j'ai pas du tout eu ce Et moi, truc-là. je me suis fait tout un film. Je me suis dit, ouais, parce qu'en fait, le gars, il a arrêté d'être un tueur, mais du coup, il y a encore des tueurs autour de lui. Et du coup, il y a un tueur qui va le tuer au moment où il s'en attend moins. Et comme il s'abandonne avec le tic-tac, tic-tac, tic. Non, je sais pas. Moi, c'était ça pour moi à la fin. Du coup, moi, pour revenir au tout début, j'adore les génériques de Fincher. Fincher, il a des génériques de fou. Mais alors, sur The Killer, c'est un générique basique, non? C'est quoi déjà? C'est très basique. Mais attends, les génériques de Fincher. Seven, tu l'as direct en tête. Fight Club, tu l'as direct en tête. Millennium, si tu l'as vu, tu l'as direct en tête. Mais là, non, c'est très lambda. Et franchement, pour un truc sur lequel t'attends un peu Fincher, parce que tu te dis, les génériques de Fincher, ils sont géniaux. Là, c'est rompiche. Peut-être c'est un petit film qui sort sur Netflix et puis dans quelques mois, un film en salle. Non, Je crois pas. Ah, ok. Je sais pas, il prend tellement de temps maintenant à faire ses films, tu vois, que... Vous avez pas parlé d'un truc? Les Smiths. Smith? Les Smiths. Ah oui, la bande son des Smiths Il y qui a revient. toujours les Smiths dans le film, genre. C'est vrai. Constamment. Et ça vous a fait quoi, ça? Non, moi, j'ai plus retenu la musique originale, en fait. Donc, Moi j'aime bien les Smiths. Moi, j'aime bien les Smiths, c'est pour ça que j'attendais, je voulais C'est voir. sympa, les Smiths. C'est sympa? Ouais, non, c'est sympa, mais bon, ça ne sauve pas le film non plus. Ok. Désolé. Ok, non, c'est pas... Voilà, on enchaîne un mec, Ridley Scott, un mec que j'adore qui a fait un de mes films préférés, David Fincher, un mec qui a fait un de mes films préférés aussi, et
de film raté. Et les deux. Ah, raté, arrête. Le deuxième, je trouve qu'il expérimente des trucs intéressants. Tu peux tente. expérimenter et foirer ton expérimentation. Mais c'est pas nul à un point comme ça, non? C'est pas comme Napoléon quand même. Ouais, C'est non, raté. c'est vrai que Il y a des bonnes scènes, le début, la scène de basson, comme tu l'as redit. c'est vrai qu'on n'est pas à un même niveau de raté. On va dire que The Killer a. T'es méchant. Il y a certaines choses que je peux beaucoup plus louer et pardonner dans The Killer que dans Napoléon. Bah, le seul chiffre que j'ai, c'est le budget. Mais même pour Netflix, c'est compliqué de connaître les budgets. Donc moi, j'ai vu 175 millions de dollars, mais je sais même pas si c'est ça en fait. Donc, parce qu'après, Netflix, vu que c'est pas des entrées, c'est rien, je sais même pas s'ils ont communiqué sur. 175 millions Oui. de dollars. Oui. Et rappelle-moi Napoléon 200, entre 130 et 200. C'est vrai que c'est un gros budget ça pour Netflix. Ah oui, non 175 millions, c'est un putain de budget. Mais le énorme. film, en général, Netflix, tu sais, ils te mettent des tops des plus gros. Mais des c'est films ça, les plus vus. en fait, je n'ai pas vu passer de chiffres par rapport à le nombre de vues qui auraient été faits par rapport au film ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça Netflix à chaque fois c'est une galère pour savoir. En fait, chez Monde The Killer, j'ai pas l'impression que c'est un film qui coûte. Enfin, je me connais pas très bien, mais genre Napoléon a coûté genre un peu plus et Napoléon c'est quand même gigantesque. C'est vrai que Napoléon, tu vois le budget, mais Mais Fincher, de là, toute façon. ça, j'imagine pas du tout. Mais Fincher, bon, déjà, il voyage beaucoup dans le film, mais surtout, Fincher, c'est un fou furieux du numérique, même si tu le vois pas. Mais c'est du ça. numérique, il y en a partout. Et je sais pas si vous avez vu le VFX breakdown de la séquence de la poursuite à moto dans Paris, mais Allez voir sur YouTube. allez voir Twitter parce que la vidéo est pas disponible sur YouTube. X. Oui, X pardon. Mais le VFX breakdown, en fait, c'est impressionnant, mais c'est inutile. C'est quoi, comme ça que je pourrais le résumer. La pas scène compris. de moto, en fait, Ouais. Fassbender sur sa moto n'a jamais été tournée. Tout a été. Ils ont filmé des plans dans Paris, Ouais. mais Fassbender et la moto ont été générés numériquement. Tout C'est est même, numérique. c'est même pas du fond vert quoi, c'est même pas lui sur une moto de C'est fond ça. vert. Mais de toute façon, Fincher, depuis. Alors, Panic Room un peu, mais surtout depuis Zodiac, 80% de ce que tu vois à l'écran chez Fincher n'existe pas. Waouh! Mais c'est génial! Franchement, c'est absolument génial quand tu regardes Zodiac ou Millennium. Mais c'est aussi le cas dans The Killer. Ok. Ce qui justifie de si gros budget. Est-ce qu'on passe à autre chose, messieurs? Oui. Eh ben, nous quittons les États-Unis pour passer au cinéma britannique. Et oui, parce que Molly Manning Walker a fait un premier film qui a reçu le prix d'un certain regard à Cannes. Ça s'appelle How to Have Sex. Moi, ça me rappelle beaucoup Aftersun. Mais je pense que je suis pas le seul, parce que c'est un peu la même. Pas la même vibe, mais le même héritage de films faits par des femmes britanniques. En tout cas, c'est ce que j'en dis. Vous me regardez avec un regard Non, Non, mais je suis J'ai- d'accord. j'ai pas Et du il faut tout, quand même préciser que c'est la première fois qu'on parle d'un film réalisé par une femme dans DCP. Donc, Oui, voilà. c'est très important. Ce qui est chouette. Oh my god, you look insane! If you don't get laid on this holiday, then you never will. I can't die a virgin! What's your name? Tara. Do you think he's gonna be? Yeah. We're about to get you lot so fucking horny! Non, vous êtes pas convaincus? Non, pas du tout. Non, mais j'attends. Mais non, mais j'ai vu plein d'articles qui citent les deux ensemble en fait. Oui, Non, je moi, peux, je- non, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. En vrai. T'avais un autre film qui était cité en référence, qui était dans le même style, mais j'ai plus son nom. C'est Moi- pour ça moi, que je cherche pareil. son nom. Mais... Pareil, mais effectivement, voilà, c'est des premiers films de réalisatrices britanniques. Oui, voilà, ok. Mais les films ne se ressemblent pas du tout. Ah, je trouve qu'il y a un truc. Ok. Ah, t'étais sur ça. Oui, moi j'étais en train de chercher la ressemblance entre Aftersun et How to Have Sex. J'en vois. Enfin, dans les. Enfin... Ouais. Ah, moi j'en vois. Les Moi, gars. j'en On vois en aussi. parlera, Je suis on désolé. en parlera. Mais je vous dis le pitch avant ça. Afin de célébrer la fin du lycée, Tara, Sky et M s'offrent leurs premières vacances entre copines dans une station méditerranéenne ultra fréquentée. Le trio compte bien enchaîner les fêtes cuites et nuits blanches en compagnie de colocs anglais rencontrés à leur arrivée. Pour la jeune Tara, ce voyage de tous les excès a la saveur électrisante des premières fois, jusqu'au vertige. Face au tourbillon de l'euphorie collective, est-elle vraiment libre d'accepter ou de refuser chaque expérience qui se présentera à elle? Alors, c'est vrai que c'est un très long speech. Un très long pitch. Oh mon dieu, j'ai fait l'erreur que Fred fait tout le temps. C'est un très long pitch par rapport au film que je vous ai présenté avant, alors que pourtant le film se résume assez vite. En soi, ce sont des filles qui vont faire une fête, et une première fois va se présenter au personnage de Tara. Et je crois que les avis vont aller assez vite aussi parce que je crois qu'on est globalement tous d'accord pour dire que c'est quand même très bon, enfin bon voire très bon. Non. Moi j'ai trouvé ça moyen. Moi, j'ai Ah. trouvé ça. C'est j'ai pas trouvé ça mauvais, cool. c'est pas incroyable, c'est. Moi, Voilà. j'ai bien aimé, mais j'y suis allé avec un ami qui m'a dit que le film est un peu long pour ce que c'est. Il avait l'impression de regarder littéralement une teuf pendant 2 heures. C'est la même impression que j'ai eue. T'as une sorte d'1 heure et demie de fête en fait, sans vraiment d'arrêt.
Donc je trouve que le film finit par vite se répéter. Une fois que tu as fait Après, la première c'est- séquence de fête, la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est 1h30 de fête, mais à la fin, les fêtes, le but, c'est pas de filmer la fête, tu vois. Ouais, mais il y a C'est- quand même beaucoup de fêtes. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au début, t'as vraiment la fête en mode waouh, la fête, et puis la seconde moitié du film, c'est de filmer la fête, mais de te montrer qu'est-ce qui va pas, quoi. Ouais, t'as une vraie pendant, progression dans la colorimétrie, la mise en scène, comment tu passes d'un lieu assez festif à un lieu plutôt d'angoisse. J'avoue, c'était assez intéressant. Bah, je trouve qu'on se concentre quand même vachement plus sur les moments de conséquences des fêtes, plutôt que sur les fêtes en elles-mêmes, en vrai. Moi, ce qui me faisait marrer, c'était les after, genre, tu sais, le lendemain de cuite. À chaque fois, ils sont C'est tous ça, en- quand je dis les conséquences, ouais, c'est ça, c'est un peu Ouais. les lendemains de cuite, tout ça. Moi, j'ai pas dit ce que j'en pensais, j'aime bien le film. Voilà, je suis pas subjugué. Il y a énormément de choses que je trouve très justes, notamment dans l'état d'esprit, la vibe globale. T'as vraiment cette impression, tu sais, d'être près des personnages et qui sont vivants en matière de ressenti et d'enjeu. C'est-à-dire qu'il y a des notions de consentement qui sont prises très au sérieux, mais de manière très juste et très forte. C'est quoi? Tu peux réexpliquer? J'ai pas compris. Les notions de consentement. La notion du consentement. Ouais, c'est ce qui est au cœur du film, c'est Oui, oui. c'est ce rapport au consentement et la ligne entre une relation sexuelle avec ou sans consentement, une relation sexuelle consentante et un viol. Mm. Et le film tisse vraiment genre cette complexité de la chose, Mm. mais de manière très juste. Mais ça qui est bien avec ce film, c'est que du coup, par exemple, ce qu'a choisi de faire la réalisatrice, c'est de pas vraiment filmer, de pas vraiment le montrer foncièrement le viol, quoi, parce que ça sert à rien quoi, de montrer. Bah, le film est pas sexuel. Il y a Mm. pas, Ah non. y a aucune chose explicite qui est montrée. On sexualise pas les personnages, quoi, en tout cas. Enfin, moi, j'aimais vraiment l'impression de voir une. Non, je sais pas. Bah, t'as ce rapport-là un peu au corps Bah oui, bien sûr. et tu sais à cette excitation du sexe. Mais en même temps, mais- t'es pas toi derrière ton écran à juste mater des Ouais, meufs c'est ou ça, des toi. mecs, tu vois. genre, Toi, y a pas- en tant que spectateur, t'es Mm. pas excité, mais tu Ouais. sens l'excitation C'est qui ça. Et ça, c'est anime fort. les personnages pendant tout le film. Et ça, Parce je que- pense que c'est dû au fait que ce soit réalisé par une femme. Parce que peut-être ça aurait été réalisé par un homme, il y aurait eu du male gaze partout, et peut-être Bah, là, ça aurait été différent. il comparait beaucoup ce film avec Spring Breakers d'Harmony Korine. Donc, Je crois que peut-être- c'est ça dont je parlais tout à l'heure. Ouais, bah, Ouais. je vois aussi le rapprochement que tu peux faire. Tu vois. Et ouais. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce film pour ça, en tout cas. C'est que tu te concentres pas sur l'événement qui fait le film, mais surtout les conséquences. Très très bien. Mais effectivement, tu ressens que c'est réalisé par une femme parce que il y a jamais ce regard très merde, j'ai pas de mots. Pas pervers peut-être. Ouais, c'est ça. Il y a pas de perversité. Il y a jamais, tu sais, t'as pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui derrière qui se pignole un peu sur ce qui se passe. Tu sens qu'il y a un sérieux systématique, même avec des choses très excitantes dont on parle. Mm. Parce qu'on parle d'une première fois, on parle de teuf, on parle de drogue, on parle de choses où beaucoup de gens pourraient se dire ah c'est trop cool et tout, alors qu'en fait non, ça l'est pas. Bah, là où je trouve que, pour retourner sur les éléments assez justes, là où je l'ai trouvé plutôt juste, c'est sur sa fin. C'est que finalement, toute cette. Donc ça parle donc comme tu disais, de consentement, d'agression sexuelle, viol, tout ça. Mais en fait, c'est comment, à la fin, en fait, t'as ce côté, on fait comme si de rien n'était et on avance. Et en fait, c'est très triste, d'une façon très pessimiste, mais en fait, ça touche ça touche vraiment une réalité. C'est comme ça s'est passé, on oublie. Ouais, puis Et voilà. mettre le mot sur ce qui s'est Ouais, passé. c'est ça. Je trouve que la fin est assez juste sur ça, surtout avec cette arrivée dans la station, et vraiment sur ce départ. Mais c'est vrai qu'à de nombreuses reprises, t'as envie de secouer les personnages ou de les gifler en te disant il y a des choses qui sont évidentes, mais qui ne sont jamais dites, et qui pourraient pourtant sauver beaucoup de choses. Et justement, le film, il encourage la parole, et simplement, vous êtes entre amis, faut se dire des choses. Faut pas avoir peur de dire des mots. Et justement, le film, c'est un film sur les mots et sur l'incapacité de dire des choses, je trouve. La fin m'a mis une petite claque, je tiens à le dire quand même, parce que c'est quand même, je trouve que c'est assez bien amené, même si tu le sens venir. Le fait qu'elle parle plus à une de ses potes qu'à l'autre, notamment parce qu'il y a une notion de rivalité qui est instaurée, tu comprends pourquoi elle a pas forcément envie de dire et qu'elle veut faire genre devant sa pote qui est un peu plus débridée, on va dire. Elle veut faire genre que oui, ça s'est bien passé, tout ça, alors qu'au final, avec son autre pote, qui est dans le respect et dans l'écoute, elle ose le dire en fait. Ça prouve bien que aussi il y a différentes façons d'aborder la sexualité et comment tu le perçois toi et avec qui t'as envie d'en parler, etc. Là, c'est plus à titre personnel. Je trouve que ses potes craignent extrêmement perso. Genre vraiment, je veux dire, il y a littéralement un moment où elle disparaît.
Il y a une de ses potes, donc la pote à qui elle parle, qui a dit « ce serait bien peut-être de la chercher ». Bon, elles ne sont pas allées chercher bien loin. Et vraiment, l'autre, c'est littéralement je continue à aller draguer les mecs d'en face. Ouais, c'est ça. Et donc ses potes craignent, je trouve. Mais après, je pense que c'est aussi une volonté recherchée, cette dissonance entre les amis finalement. Où en fait, l'objectif de base, c'est de faire la fête, c'est de coucher avec le maximum de personnes possible. Ce qui finalement n'arrive pas du tout en fait. C'est comme disait Owen, il y a très peu de... Il y a pas autant de sexe que ça dans un film dont l'objectif de base était de coucher avec le plus de personnes. Et finalement, on est tellement omnibulé par ça qu'ils en oublient totalement en fait, leur amie et en fait ce qu'elle a pu vivre, etc. Et puis ce que j'aime bien, c'est que le film parle quand même de la pression de la première fois. Le film s'appelle How to Have Sex, mais c'est How to Have Sex avec la bonne personne pour la première fois. Bon, là on est autour d'une table de mecs. Et la notion de première fois masculine est fondamentalement différente de celle de la jante féminine. Et je trouve ça... En fait, c'est la première fois, moi, en tant que mec, et je sais que ça peut être perçu mal, c'est la première fois que je suis confronté à ce genre de problématique-là, justement. Et ça me rend curieux, et je me dis, non, il faut en parler, et c'est cool que le film en parle, tu vois, de cette première fois féminine. À un moment dans le film, il y a une scène quand même où t'as un mec qui se fait sucer sur scène par genre 3 meufs devant je sais pas combien de milliers de personnes. Et ça, c'est aussi hyper intéressant, c'est que lui ne le voit pas comme un truc grave, quoi. Le lendemain, il le dit, je me rappelle même plus, mais ça devait être super cool et tout. Il dit, c'est le meilleur moment de ma vie, mais je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Et aussi, c'est assez drôle comment elle oppose les deux, tu vois, quand même. D'ailleurs, c'est avec ce mec-là, c'est Badger. Donc c'est avec elle d'abord qu'elle commence à avoir plus ou moins une relation. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la base avec ce mec, c'est d'abord plus une relation amicale et amoureuse avant d'être une relation purement sexuelle. Et c'est à partir de ce moment-là où lui, il arrive sur scène parce qu'il est pris dans l'euphorie de cette fête-là. C'est-à-dire que même elle, Tessa, lui dit « Oui, vas-y, monte, va participer à ce jeu-là. » Jeu qui va finir, qui part sur ça, il se fait entourer de 3 meufs, etc. Et là, tu as vraiment une sorte de... le premier coup de désillusion en fait, que tu vas voir dans le film. Et elle va se retrouver avec Patty, je crois. J'ai oublié le nom. Patty, c'est ça. Elle se retrouve avec Patty, où là, en fait, il n'y a aucune notion d'amour. C'est vraiment de la pure notion sexuelle. Il se passe ce qui va se passer. Et c'est même avec Badger, en fait, où tu as, je trouve, une des meilleures scènes du film, parce que c'est enfin un moment où le film s'arrête avec les fêtes à répétition. Et là, en fait, tu as vraiment une scène où juste les deux sont là, ils ne parlent même pas, ils fument leurs cigarettes, t'as un silence. Et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. C'est une vraie scène où tu as une sorte, tu ressens enfin une vraie complicité autre que ce besoin perpétuel de faire la fête. Un vrai rapport humain. Voilà, c'est ça. Et donc par rapport à Patty et le fait que finalement elle va avec Patty, je me demande si ça vient pas aussi dans la rivalité, ce que je disais tout à l'heure, parce que de base, qui c'est qui lui a dit que il est pas mal et tout, bah c'est sa pote qui voulait de base être avec lui, enfin coucher avec lui aussi, tu vois. Donc j'ai pas l'impression qu'il y avait une rivalité, en fait j'ai l'impression que c'était sa pote elle-même qui était toute seule dans sa rivalité. Et Tara qui était là en mode ouais, ok, tu vois, non, vous avez senti une rivalité que Tara forçait Je l'ai pas ressenti, mais maintenant, quand Jérém l'a dit, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a ce rapport-là de ces deux. Il y a la pote lesbienne, du coup, qui bêtement est hors catégorie, mais t'as les deux filles, du coup, les blondes, donc Tara et Sky, qui, voilà, elles se concurrencent par rapport à leurs voisins anglais, c'est tout. Okay. Mais c'est vrai qu'elle est un peu présente maintenant que Jérém l'a dit. Globalement, on le conseille quand même, on conseille aux gens de le voir. Bien sûr, moi je le conseille très fortement, mais même maintenant qu'on en a parlé, je le surélève un peu plus dans mon appréciation même. Voilà, c'est un film qui peut amener ce genre de débat qu'on peut avoir, et encore plus peut-être, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant à voir. Et c'est d'autant plus encourageant du coup qu'il a reçu le prix d'un certain regard à Cannes. C'est ça. Les chiffres ? Alors, pour les chiffres de How to Have Sex, alors à savoir que c'est un film britannique, mais je tiens à dire que je n'ai trouvé le budget nulle part, donc assez compliqué. En tout cas, pour la première semaine en France, il a fait 34 062 entrées, et au cumul mondial, parce qu'il est sorti au cinéma uniquement pour l'instant, sur quelques territoires uniquement, dont la France et le Royaume-Uni, et c'est 615 937 $ exactement de recettes. Après, ça reste un petit film, donc bien sûr qu'il n'allait pas faire des gros chiffres, mais... Voilà. Ouais, mais le film a fait parler de lui quand même. Il y avait quand même une bonne communication sur les réseaux sociaux. Hein. Alors, à savoir qu'aussi le film, je crois, est sorti sur Mubi en Grande-Bretagne également. Donc, du coup, ça n'a peut-être pas aidé non plus. En tout cas, on recommande et très curieux de voir ce que ça va donner la carrière de Molly Manning Walker. On abandonne les débats de cinéma et puis on va faire un petit break musical avec Little Amy, qui a fait une petite reprise très sympathique de You Say en français. Le You Say de Lauren Daigle, c'est ça ? Exactement. Ok. Je continue à combattre ces pensées.
tire vers le bas. Chacun de ces mensonges qui dit que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à ces moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, car j'ai besoin de savoir. Oh ah, tu dis que tu m'aimes, même quand je ne sens plus rien. Tu dis que je suis forte quand je perds mes moyens. Tu dis que tu me tiens quand je tombe dans le vide. Et si je suis sans guide, tu dis que je suis à toi. Et je le crois, hey, oh oui je crois, hey, ce que tu dis de moi, oui je le crois. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est tout ce que tu penses de moi. En toi est ma valeur, en toi je sais enfin qui je suis. Oh ah, tu dis que tu m'aimes, même quand je ne sens plus rien. Tu dis que je suis forte quand je perds mes moyens. Tu dis que tu me tiens quand je tombe dans le vide. Et si je suis sans guide, tu dis que je suis à toi. Et je le crois, oh oui je crois, ce que tu dis de moi, oui je le crois. Ce qui Seigneur fait ma gloire, je le dépose à tes pieds. Prends tous mes échecs à toi, sois à jamais toutes les victoires. Oh, ah, tu dis que tu m'aimes, même quand je ne sens plus rien. Tu dis que je suis forte quand je perds mes moyens. Tu dis que tu me tiens quand je tombe dans le vide. Et si je suis sans guide, tu dis que je suis à toi.
C'était super cool. Et voilà, c'était Little Amy qui a fait une reprise. Du coup, vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est tout nouveau. Hein. Ça, au moment de notre enregistrement, ça fait 6 heures que c'est sur YouTube. C'est très chouette. Et allez la suivre. Comme premier, les gars, on va faire un petit rattrapage. Parce que là, on a parlé de films qu'on a tous vus. Mais il y a plein de films qu'on a vus chacun de notre côté. Du coup, la règle, c'est que chacun va parler du film. Un plaidoyer, j'appelle ça un plaidoyer, messieurs. Vous allez défendre ou vous allez démonter votre film. Vous avez 2 minutes par film. Pas plus. Voilà, sinon l'émission elle va être interminable. Fred, qu'est-ce que t'as vu toi ? Alors moi et Julien, on a vu Vincent doit mourir. Voilà, de qui ? Stéphane Castan. Film de genre français avec Karim Leclou. Leclou ou Leclou ? Le Comment clou. ça se dit ? Pour moi, le clou. Moi j'ai envie de dire Leclou. J'ai toujours dit les clous. Les clous. Bon bah ça y est, on a notre quota. Allez. Mais il y a pas de S à la fin, donc je sais pas. Ok. Bref, un film, il faut que je résume un peu le truc. Ça se tient en une idée, c'est un jour Vincent comprend qu'en fait les gens veulent le tuer sans raison particulière. C'est-à-dire que s'il regarde des gens trop longtemps, il pète un câble et ils veulent le buter et donc il s'enfuit et s'isole. C'est une sorte de film survivaliste de genre très cool. Julien, tu vas rajouter quelque chose Bah écoute, oui, bah t'as globalement résumé ce qu'est le film. Ce qui est intéressant, comme on avait pu le voir avec Le règne animal, c'est film de genre, on n'en a pas souvent. Après, quand il y en a, ça donne souvent des gros ratés, malheureusement. Acide. Et on a... Acide. Pas vu. Oui, Juste Philippot. je confirme, Acide, très gros Très gros raté, SST. pardon, Voilà. excuse-moi. Et bah là, on a la chance d'avoir un film qui n'est pas un chef-d'œuvre, qui n'est pas exceptionnel, qui a pas mal de défauts, mais qui tient bien la route. Donc après, évidemment, le pitch va vite trouver ses limites, malheureusement. Le film est un peu prisonnier de sa propre intrigue sur le long terme. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur l'accumulation grandissante de la violence et sur cette accumulation en fait, de personnes qui vont être hostiles à Vincent. D'abord, c'est que ça commence au bureau, ça commence peu à peu dans la rue, et il y a quand même il y a une superbe séquence où... il arrive devant un supermarché et il se tape tout le supermarché sur lui. Et en fait, ce qui est intéressant, et ce qui est la force du film pour moi, c'est comment en fait ce déchaînement d'agressivité est traité comme une contagion. Donc, comme je disais, cette contagion des protagonistes qui vont arriver au fur et à mesure, une contagion pour les gens qui vont se mettre à être touchés de ce syndrome. C'est-à-dire qu'au début, seul Vincent est affecté. Et après, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui vont être infectées. Et en fait, on a quelque chose vraiment du film de zombie. Quelque chose même, du coup, c'est ça. Comme je disais, il y a l'autoroute ou le supermarché, il y a quelque chose de la horde. Moi, qu'est-ce que je peux dire ? Moi, du coup, c'est un peu une violence qui est inexpliquée, quoi. Il peut pas expliquer pourquoi les gens sont aussi violents avec lui. Donc moi, dans le film, j'ai eu un peu cette impression comme quoi Vincent, il prenait peut-être la place d'autres minorités qui subissaient des violences inexpliquées, en fait. Il y a, je sais pas, de tout ce qui est racisme, tout ce qui est discrimination, sexisme aussi, le fait un peu de pas regarder les gens dans les yeux. C'est ça, dans le film, c'est ne regarde pas les gens dans les yeux. C'est clairement ce qu'on dit, par exemple, ce que peuvent se dire des femmes par rapport à des potentiels agresseurs dans la rue. Donc j'ai l'impression que voilà, dès qu'il y a eu... ce début de film, Vincent, en fait, il subit ce que certains subissent en fait actuellement dans la vraie vie. Moi, je vois ça comme la traduction littérale de l'augmentation des violences de manière générale dans la société. Oui. C'est-à-dire que si statistiquement, tu as moins de violence qu'à l'époque, on n'a pas des grosses boucheries type guerre napoléonienne, voilà, mais en termes de ressentiment, vu qu'on est habitué à des sociétés quand même qui sont censées être beaucoup plus tranquilles, on vit plus longtemps, quand on voit une multiplication des agressions, des actes, etc., bah, pour moi, c'est une traduction littérale de ça, et notamment sur la question du regard. C'est comme le nombre d'agressions que tu peux avoir pour un mauvais regard, ben en fait c'est la traduction littérale de ça pour moi. D'où cette idée qu'il n'y a pas vraiment d'explication, parce que la violence gratuite, comment on peut vraiment expliquer une violence gratuite quand tu te fais planter pour un regard, pour une cigarette ou quoi que ce soit, par une sorte de folie qui agite les gens, et pour moi c'est la traduction littérale de ça. Et donc je trouve que le film se tient, même si on noterait quelques incohérences et simplicités, voilà, notamment pourquoi le personnage ne pense jamais aux lunettes de soleil ou des lunettes teintées, tout simplement. Ouais, pour ne pas, voilà. pas voir. Bah, franchement, j'avais déjà envie de le voir, mais vous me l'avez super bien vendu. Je vais peut-être me bouger le cul pour aller le voir. Hein. J'ai envie de le voir. Moi, j'ai rattrapé La Passion de Dodin Bouffant. Il avait été question de le regarder, enfin d'en parler pour le précédent épisode de DCP. C'est un film du coup sur Benoît Magimel et Juliette Binoche qui font de la bouffe. Benoît Magimel est un cuisinier très renommé et Binoche est sa cuisinière amante. Et justement, Magimel veut épouser Binoche, mais elle veut pas. Bref, c'est une histoire d'amour avec beaucoup de bouffe. Ça m'a donné faim alors que j'avais bien mangé avant. C'est de la vraie food porn, c'est-à-dire que vraiment 75% du film se passe dans une cuisine et j'ai envie d'avoir une cuisine pareille et de pouvoir faire une aussi bonne bouffe. Après, c'est un film très sur les bourgeois, sur
le bien parler et les belles phrases, mais ne dit-on pas, messieurs, que le mariage c'est comme la bouffe, mais c'est le dessert en premier. C'est ça un peu. Voilà, c'est ce genre de dialogue-là, mais très... vous savez, monsieur, la bourgeoisie, c'est la lutte des classes. Voilà, c'est un film qui aime beaucoup s'écouter parler, donc c'est très beau, c'est très chouette, ça dure 2h15. Et ça dure peut-être un peu trop longtemps, et c'est un film qui aime trop s'écouter parler. Mais est-ce que ça vaut qu'on les choisit à la place de Anatomie d'une chute pour les Oscars? Non. Après, je suis pas un adorateur d'Anatomie d'une chute, mais effectivement, je pense qu'Anatomie d'une chute vaut clairement plus que La Passion de Donin Bouffant. Jérémy, qu'as-tu rattrapé? Eh ben moi je me suis maté The Marvels parce que j'avais que ça à foutre. Moi aussi. Voilà, et j'ai entendu dire que tout le monde le défonçait, je m'attendais à avoir une pure daube. Bah franchement, je m'attendais à pire. Bon alors c'est pas exceptionnel, on est très loin d'un grand film ou d'un bon Marvel même. Mais je sais pas, il y a eu quelques fulgurances des fois qui me font fait dire, notamment la toute première scène d'action où elle interchange sans le savoir leur position. Je trouve qu'il y avait une dynamique dans le montage et qui était mise avec la musique également, qui était plutôt agréable. Mais après, dans le global, point positif, ça dure pas très longtemps, donc t'as pas trop le temps de t'emmerder quand même. Point négatif, bien que le film reste globalement beau, entre guillemets, pour du Marvel, hein, on reste sur du Marvel, les FX, ça va. Mais il y a certains passages, notamment le passage sur la planète, je sais plus comment elle s'appelle, mais là où il y a les océans, là, la manière dont ils me parlaient, ça m'a pété les coups direct. Donc, parce qu'en gros, ils parlent en chantant et ça m'a pété les coups direct. C'est absolument génial. C'est une des 3 scènes que j'ai bien aimées dans le film. Ah ouais, non, moi ça m'a saoulé, mais immédiatement. Parce que je partage à peu près le même avis, j'ai juste 3 scènes qui m'ont marqué moi dans le film. C'est une des premières scènes qui est faite en animation et qui est juste un délire d'une gamine trop fan de son idole, faite en animation et c'est vachement chouette. La partie comédie musicale et une séquence de chat dévoreur d'hommes dans un moment de sauvetage in extremis. Oui, sur une musique de 4 sans fond, oui, j'avoue, oui. Voilà, bon, c'est ni un très bon moment, enfin c'est pas un bon moment, c'est pas un mauvais moment, c'est un moment. Tout simplement. Voilà. Moi j'ai un dernier film à rattraper, mais Julien et Fred, vous avez encore des films à rattraper, vous ou pas? Non, c'est bon. J'ai voulu voir Mars Express, mais je l'ai pas vu. Ouais. Alors moi j'ai un dernier film à rattraper, c'est le dernier Hunger Games. Alors je sais que Jérémy était là en mode genre non, j'ai pas envie de regarder, j'ai pas envie. Mais c'est surtout que j'ai pas vu, j'ai vu que le premier. C'est vrai, mais ça se regarde bien même tout seul, parce que c'est un préquel qui se passe vraiment genre 60 années avant, qui te raconte les origines du président Snow. Enfin les origines, comment il est devenu le président Snow en fait. Donc c'est un film sur le 10e Hunger Games, le moment où Snow est tombé amoureux, et c'est vachement bien. Enfin c'est vachement bien, non, faut pas déconner non plus. Mais ça a les qualités d'un bon Hunger Games, tout en n'ayant pas les défauts de Hunger Games 3 et 4. C'est un film qui dure 2h40, mais qui est très bien rythmé, qui est chapitré d'ailleurs, qui a 3 chapitres très distincts. La 3e partie est peut-être un peu... pas de trop parce qu'elle est nécessaire, mais elle manque d'un climax vraiment fort. Mais quoi qu'il en soit, toutes les séquences de jeu de Hunger Games, elles sont vraiment très cool. C'est peut-être le meilleur film Hunger Games à mon sens avec le 2. Donc franchement, si vous avez la foi de le rattraper, je vous le conseille parce que c'est un bon moment. Mon seul regret, c'est Rachel Ziegler. C'est une bonne actrice, mais je n'aime pas sa façon de chanter. Je détestais comment elle chantait dans West Side Story, je n'aime pas plus sa façon de chanter. Tu vas l'ado dans Blanche-Neige. Ouais, franchement... Elle chante dans Hunger Games? Ah, elle chante trop. Il y a énormément de séquences où elle chante. Il y a même littéralement une scène de concert avec elle, et t'es là en mode genre ta gueule. Voilà. On l'a pas mis. Ouais, on l'a pas dans nos mèmes. Mais attends, il nous reste quoi comme mème? C'est mauvais. Ah non, c'est méchant quand même. Tu vas chialer? Non. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Voilà. Non, c'est hors sujet. Du coup, Rachel Ziegler, quand elle chante... Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ouais. Voilà, c'est bien, ouais. J'ai épuisé ma banque à mèmes. Bref, allez le voir quand même. Avons-nous fini avec nos rattrapages? Oui. Très bien, allons se boire une bière maintenant. Au rattrapage. Oui. En tout cas, messieurs, j'en arrive à ma petite rubrique, puisque j'ai envie de vous parler d'une production de cinéma, donc une production d'un film qui s'est très mal passé. Et d'un film... Roar. Quoi? Roar. C'est ça? Non, Non. de quoi tu me parles? Ah non, pas Roar. Ouais, non, pas du tout. Ça s'appelle le 13e guerrier. De John McTiernan. Exactement. Est-ce que tu connais le 13e guerrier, Fred? Non. Alors il va te le montrer parce qu'il a fait la même chose avec moi. C'est génial. J'ai montré le 13e guerrier à Jérémy. Et en plus, il est sorti en me disant... En vrai, ça va. Ah non, c'est pas que ça va. C'est que c'est incroyable, le 13e guerrier. Le 13e guerrier, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'avant-dernier film de John McTiernan. Mais c'est surtout son dernier grand film. C'est une adaptation du livre Les Mangeurs d'Hommes de Michael Crichton. Michael Crichton, c'est un nom qui vous parle peut-être parce que c'est celui qui a fait Jurassic Park. En tout cas, le livre. bouquin. Et Michael Crichton, ce qu'il faut savoir, c'est que
après le carton de Jurassic Park, du coup, à la sortie de Jurassic Park, c'était quand même le film avec le meilleur box-office. C'était le producteur qui avait les droits sur tout. Il avait un droit de veto quasi absolu sur les adaptations de son bouquin. Donc quand John McTiernan a fait « j'adapte ton bouquin », Crichton il a fait « très bien, mais ce sera mon film ». Du coup, qu'est-ce que ça donne ? En fait, le 13e guerrier, c'est l'histoire de Ibn, qui est en fait un poète musulman qui a séduit la femme du sultan et qui du coup s'est retrouvé ambassade dans certains pays où il croise la route de Vikings. Les Vikings l'embarquent avec lui dans une quête mystique qui inclut le 13e guerrier. C'est le 13e guerrier, ça a amené un peu comme ça. Et il se retrouve avec 12 autres Vikings du coup qui deviennent un peu sa famille, dans un village systématiquement attaqué par des mangeurs d'hommes, des démons mangeurs d'hommes. Et lui, en tant que poète, pas vraiment soldat, pas vraiment guerrier, qui ne parle même pas la langue des Vikings, il va devoir se dépeutrer là-dedans. Et du coup, en fait, c'est un film qui a eu énormément de reshoots. D'abord, il a été tourné en 97, il était prévu qu'il sorte en 98, et il y a eu énormément de reshoots, tellement... Surtout qu'il y a eu les reshoots de John McTiernan, les reshoots de Michael Crichton, il y a le montage de John McTiernan, le montage de Crichton. En fait, c'est vraiment deux mecs, qui se tapent dessus pour avoir un film. Et le film, à sa sortie, donc en 99, McTiernan était tellement fatigué, tellement énervé du film, qu'il a absolument fait aucune communication dessus, et le film est dans le top 10 des films les plus déficitaires de l'histoire du cinéma. Mais, messieurs, que vaut le 13e guerrier ? C'est une des meilleures scènes de bataille tournées de nuit. C'est beau à en crever. Et surtout, vous avez Antonio Banderas, un latino qui joue un ambassadeur arabe chez des Vikings. Et il y a des Vikings, putain les gars, des Vikings. Alors, je corrobore les propos d'Owen sur la bataille de nuit, qui je trouve exceptionnellement magnifique également. Elle est bien éclairée. Ah ouais, non mais c'est beau. À la torche. Je te jure, c'est... Comme dans la saison 8 de Game of Thrones. J'ai pensé la même chose. Et alors ? Je suis pas dans le délire. Ouais, je suis pas fan de Game of Thrones, moi, de base. Ils auraient dû s'en inspirer pour... Ah ouais, faire non, cet mais épisode. le 13e guerrier, c'est absolument magnifique. C'est un des... En vrai, genre, en fait, c'est un film qui, quand il commence, t'as l'impression qu'il commence 30 minutes en retard. C'est-à-dire que ça commence par une voix off de Antonio Banderas qui t'explique littéralement ce que 30 minutes de film précédent auraient dû te montrer. Donc du coup, t'arrives au cœur d'une intrigue, t'es en mode « What the fuck ?» Mais très vite, tu te prends d'affection des personnages vikings, parce qu'ils sont vivants, ils ont pas beaucoup de caractéristiques, mais ils sont extrêmement vivants, extrêmement genre... À chaque fois, ils font des trucs trop cool devant toi et t'es trop en mode genre « Je te connais pas, mais je t'aime trop, t'es trop mon bro. » Tu vois, j'ai l'impression d'avoir trop de... Je suis trop enjoué devant ce film-là, alors que je vous en parle, vous me regardez, genre de quoi il parle. Tu l'as découvert comment ? Alors, je l'ai découvert comment ? En gros, j'avais un ami américain qui repartait aux States et il avait énormément de Blu-ray. Genre, Jérémy, tu n'es rien à côté de cet homme. Ah ouais, d'accord. Tu es insignifiant, Jérémy, à côté de cet homme. Bon, c'est bon, je me fais insulter de tous les noms aujourd'hui, c'est bon. Bref, Ben, si tu nous écoutes, merci beaucoup parce que il avait plein de Blu-ray, du coup, qui ne pouvaient pas passer la frontière américaine. C'est-à-dire que quand il reconditionnait son lecteur Blu-ray américain, il y avait énormément de Blu-ray qui ne marchaient plus. Vous savez, il y a une sorte de sigle un peu genre comme aux jeux vidéo. C'est des zones, ouais. Ouais, les zones. C'est ABC. ça. Exactement. Et résultat des courses, il m'a filé par exemple les Blu-ray de Seigneur des Anneaux, et là-dedans il y a eu le 13e guerrier du coup. Et je l'ai découvert ainsi. Je ne le connaissais pas et c'était une petite claque dans ma gueule parce que aussi, le film a énormément de défauts, mais il a un souffle épique, mais monstrueux. Eh bien, merci Ben. Merci Ben. Merci Non Ben. mais c'est ça, tu sens que McTiernan il s'est fait plaisir et quand tu le sens quand un réalisateur il a vraiment fait ce qu'il avait envie, tu vois. Enfin, Ouais. même si tu me disais que c'était très conflictuel, tu sens que les trucs qu'il avait envie de faire, il les a fait comme il les voulait et puis ça se sent. Et moi je suis d'avis à partager que quand t'as un réal qui s'éclate derrière la caméra et que tu sens qu'il veut faire quelque chose, bah tu le ressens et ça te galvanise un peu le truc quoi. Voilà. Et Jerry Goldsmith à la musique et un casting, les Vikings sont joués par des Nordiques, tu les verras nulle part ailleurs. Mais il y a un des Nordiques, il a les plus beaux cheveux de l'histoire des cheveux. Sérieux, Tu l'aimes ? l'envie. Quoi ? Hein ? Quoi ? Hein ? Je l'aime. Non, je sais pas, tu parles beaucoup des Vikings depuis tout à l'heure en... Mais j'adore les Ils sont Vikings. là. En fait, je kiffe les Vikings. Des beaux cheveux. Genre, c'est là, putain, les cheveux des Vikings. Mais mec. Ah, parlons-en. Mon prochain Joker, messieurs, les cheveux des Vikings. Les plus beaux cheveux du cinéma. Ouais. Oh putain, ouais, carrément. Non, mais sérieux, parce que c'est tout un art quand même. Les coiffures dans le cinéma, on parle beaucoup des costumes, mais les coiffures. Les vampires... Brad Pitt en vampire. Ah ouais, je l'ai pas vu, tiens, l'entretien avec un Les vampire. cheveux... Bref, je ne vais pas vous embêter plus que ça avec La le 13e. qualité Franck Provost, mec. Je ne vais pas vous embêter plus que ça avec le 13e guerrier, c'est juste une de mes plus grandes recommandations de l'histoire du cinéma, ça a plein de défauts, vous allez le reconnaître,
mais si vous appréciez ce que le film propose en matière de cinéma, c'est merveilleux. Je veux voir ce film au cinéma. Bref, messieurs, regardez le 13e guerrier. Et on arrive doucement à notre fin d'émission, messieurs, et on passe au Joker. Joker. Bonjour. Ah, mais oui, parce que c'est Julien qui a le Joker. Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, le Joker, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de loi. Celui qui a le Joker parle de ce qu'il veut. Et Julien, aujourd'hui, pose le sujet qu'il veut sur la table. Tu as une table devant toi ? Et pose le sujet. Maintenant. Là. On va parler des gens musclés avec des gros guns, on va parler du cinéma d'action. Oui. Donc on va reparler de McTiernan aussi. Donc on est à fond dans le thème. Non, mais Voilà. je Bim t'aime. bam boum, j'avais envie de parler de ça. Ça fait chute et ça fait broum. Oui. Non, bon, concrètement, le cinéma d'action. Qu'est-ce que c'est que le cinéma d'action ? En fait, c'est très large le mot cinéma d'action. Qu'est-ce qu'on dit ? Généralement, cinéma d'action, c'est on met un héros au centre de la narration, il y a plein d'ennemis, il faut les affronter, voilà. Vraiment ce côté affrontement, combat, il y a un gentil, il y a des méchants, et puis voilà. Généralement, c'est beaucoup de scènes spectaculaires, il y a beaucoup de boom, surtout beaucoup d'explosions. Mais finalement, le cinéma d'action, tout est un peu de l'action finalement. Je veux dire, un film policier, il y a de l'action. On reparle de Napoléon, c'est un film historique, un biopic, mais ça peut aller dans les films d'action, techniquement une grosse scène de combat. Donc c'est dur de spécifier ce qui serait vraiment l'icône du film d'action. Alors l'icône du film d'action, c'est plutôt cette idée, l'héros masculin, viril, genre Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis même, qui rentre dans ces codes-là. Comme je vous le disais... des grosses scènes spectaculaires, un peu à la Michael Bay, tout explose. On a souvent du coup ce côté un peu irréaliste du cinéma d'action. Voilà, c'est sensationnel, c'est pas très réaliste. Du coup, c'est un cinéma populaire. Ce serait une sorte un peu de sous-cinéma qui serait dédié un peu au direct tout DVD. Mais est-ce que le cinéma d'action, ce serait pas un peu plus profond que ça finalement ? Et pour ça, j'ai pris 3 exemples de films, et ensuite, si vous avez d'autres idées et que vous voulez continuer à parler de ça, ce sera avec plaisir d'entendre vos avis. Et moi en fait, j'ai 3 films qui me font dire que le cinéma d'action, c'est un peu plus que juste des booms et des explosions. Et déjà, pour commencer, Rambo tout simplement, qui est peut-être un des icônes du film d'action, et pourtant le premier Rambo... c'est très loin d'être un gros film d'action. Dire tu prends les films d'action Rambo, Vietnam, Rambo 2, Rambo 3, ce que tu John veux. Rambo, tu prends John Rambo à Voilà. côté. Le premier Rambo, c'est avant tout, c'est l'histoire d'un mec qui revient du Vietnam et qui erre. C'est ça, il erre, il vagabonde, il arrive à un endroit, le seul endroit où tu te dis il va peut-être pouvoir stationner, il demande des nouvelles d'un de ses compagnons du Vietnam, il apprend qu'il est mort. Et donc il repart, il erre, tu le vois sur les routes, etc. Et il va arriver dans une ville, et il tombe sur un shérif, et le shérif, il voit la dégaine de Rambo, il comprend très bien que c'est un ancien militaire, cheveux longs, il lui dit « On veut pas de problème ici, nous on vit tranquillement dans notre bonne petite ville d'Américains bien tranquille, tu dégages ». Sauf que Rambo, il a nulle part où aller, et alors qu'est-ce qui va se passer ? Il va l'arrêter, et ils vont se faire un petit malin plaisir à le torturer, le Rambo. Voilà, parce qu'il faut bien s'amuser. Hein. Et du coup, Rambo, ça va lui rappeler les traumatismes de la guerre du Vietnam, et il va s'enfuir dans la forêt, et là c'est une chasse à l'homme qui se déroule pour attaquer Rambo, qui était à la base juste un mec qui voulait juste rentrer tranquillement du Vietnam. Alors moi je suis désolé, Rambo je n'ai jamais vu. La référence personnelle que j'ai de Rambo, c'est la parodie de Joueur du Grenier. Tu sais que je discutais à un moment justement avec un pote à moi et je disais ouais franchement regarde Rambo c'est trop bien, et il me disait ouais Rambo, gros mec musclé, ça tire partout, un truc un peu sans cerveau quand tu sais pas quoi voir quoi. Mais pourtant le premier Rambo c'est vraiment bien plus que ça. C'est ça, le body count de Rambo 1, donc le nombre de morts à l'écran, c'est 1 pour Rambo 1. Ah c'est 1 Ouais. Ah ouais. Il y a qu'une seule personne qui meurt dans Rambo 1. C'est Rambo. En fait, c'est plus la un version truc longue. de survie où il fuit des gens qui veulent le tuer, quoi. C'est ça, et ce qui est super intéressant, c'est que Rambo, c'est un mec qui fuit la forêt du Vietnam et qui quand il retourne aux États-Unis, il est obligé de retourner dans la forêt. C'est-à-dire que même lui, quand il veut s'émanciper de sa propre situation de soldat à laquelle on l'a obligé à être, on le reforce quand même à rester dans sa forêt, à combattre comme s'il combattait des Vietnamiens. Et t'as toute cette séquence du fameux « c'était pas ma guerre », etc. où justement, t'as toute une critique. Alors t'as pas une critique frontale du Vietnam en mode « oui, les États-Unis n'auraient pas dû intervenir », tout ça, mais t'as quand même une critique de qu'est-ce que font les Américains de leur héros, comment les États-Unis regardent leur propre histoire. Et c'est ça qui différencie le premier Rambo, que je trouve très bon, des autres suites. Les suites, après, ça va vraiment dans cette ère, le cinéma réganien, donc très patriotique, très pro-américain. Voilà, ça c'était pour le Rambo, donc vraiment, regardez le premier Rambo. C'est ça, mais même sur la réception du film, en fait, ça a permis pas mal d'Américains
accepter et à comprendre mieux la guerre du Vietnam et les traumatismes qu'elle a pu créer chez les soldats américains. Donc du coup, ça prouve qu'il n'y a pas que des drames qui peuvent ouvrir les yeux sur des situations ou des films policiers ou des trucs comme ça. Et Rambo, c'est un des rares films d'action où ce qui a permis d'éveiller les consciences sur un certain point, quoi. Je parie que ton film suivant, c'est Starship Troopers. Non, c'est Predator. Oh. J'aurais pu en McTiernan sortir les Die Hard, le 1 et le 3, qui sont très bons, mais ce qu'on peut louer dans les Die Hard, en fait, on les trouve déjà dans Predator qui était avant. Donc Predator, pareil, cette fois on passe de Stallone à Schwarzenegger, le deuxième plus gros héros de film d'action. Pour moi, c'est le numéro 1. Voilà. Avec Stallone, c'est vraiment les deux poids lourds, mais on peut dire que oui, c'est Schwarzy, quoi. Et du coup, là, c'est pareil. Qu'est-ce qui est bien dans le cinéma de John McTiernan ? Donc, j'ai pas vu le 13e guerrier, mais c'est prévu. Alors, je sais pas comment il le traite dedans, mais t'as quelque chose de chez McTiernan, il traite toujours le film d'action avec énormément d'ironie. Et c'est ça qui est trop bien. C'est-à-dire qu'en fait, il a conscience des codes du cinéma d'action, il sait que ça peut être totalement absurde et débile, et il va utiliser ces codes pour mieux les retourner. Et ça, dans Predator, ce qui est super intelligent, c'est qu'en fait, c'est l'histoire d'un groupe de commandos qui doit intervenir au fin fond d'une forêt d'Amérique latine. Donc vraiment, les 15 premières minutes du film, c'est n'importe quel film d'action que tu vois en direct ou DVD. C'est les mecs qui débarquent dans la forêt, ils te sortent le machine gun, les grenades, t'as tout qui explose. 15-20 minutes de film, voilà, ils ont éliminé les méchants. Sauf que il y a une autre créature qui les guette, c'est le Predator. Et tout au long, tu vas avoir ce Predator avec sa vision thermique qui les guette de loin, etc. Et en fait, tu te rends bien vite compte que face au Predator, tu peux sortir le machine gun, tu peux sortir toutes les grenades, ça lui sera totalement inutile. Et t'as même une séquence qui est super dans Predator, c'est que le Predator, en fait, il est invisible. Et à un moment, ils arrivent à le toucher, et du coup, en fait, il réapparaît. Il perd son invisibilité, un peu comme dans les jeux vidéo. Et là, il se déchaîne sur lui, il tire de partout, et le seul truc qu'ils détruisent, c'est la forêt. En fait, tous les moyens du cinéma d'action deviennent inopérants face au Predator. Et du coup, ça te donne cette superbe scène où, en fait, pour vaincre le Predator, Schwarzenegger, il doit retourner à la primitivité, à ce qui est primaire. Donc, c'est-à-dire qu'il est totalement dépossédé de ses armes. Il se retrouve nu sous un camouflage dans la forêt. Pour vaincre le Predator. Ouais, c'est ça. En fait, il arrive plus à battre le Predator grâce à sa tête, entre guillemets, plutôt qu'avec ses muscles, gros machine gun, tout ça. Et le troisième exemple. Et petit troisième exemple, et là j'avais juste John Wick, peut-être plus simplement parce que j'ai toujours trouvé les chorégraphies de John Wick superbes, et parce que pareil, John Wick, j'ai vu que le premier, mais je trouve que sans avoir vu les autres, ça fait un peu comme le Rambo, c'est-à-dire que t'as un premier film qui est très sérieux, et on t'en fait une flopée de films, on t'essore la serviette au maximum. Dans le dernier, il se bat contre le monde, je crois. C'est vraiment le monde entier, non ? Et le lore est quand même bien respecté, il faut le dire. Tu vois, à la base, le premier film, c'est juste un mec qui doit faire son deuil, et c'est ça qui est super beau, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui renonce à l'assassinat pour vivre avec sa femme meurt, donc il est dans un processus de deuil, et en fait son seul moyen de faire le deuil de sa femme, c'est de revenir à son être primaire, pareil, c'est-à-dire à l'assassinat. Pourquoi ? Parce qu'on a tué son chien, mais finalement au final son chien, on s'en fout, parce que qu'est-ce qui est important au niveau du chien, c'est que... Non mais quand je dis on s'en fout, en termes, c'est surtout que son chien, c'était le dernier cadeau de sa femme. C'est pour ça. C'était son dernier lien, c'est ça qui est beau. Et ce qui est encore plus magnifique, c'est que la fin de John Wick 1, c'est qu'il arrive dans une animalerie et qu'il va lui-même prendre enfin, c'est même pas une animalerie, c'est une SPA, et en fait, il récupère lui-même un chien. C'est-à-dire que le deuil est fait, c'est-à-dire qu'il s'assume lui-même, et c'est lui-même qui vient prendre l'animal, on n'a plus besoin de lui donner. Et ça, je trouve ça super. Je trouve c'est dans les suites, c'est suivi parce que t'as un chien dans tous les John Wick. Voilà. Mais j'ai pas vu les autres John Wick, donc je vais pas les critiquer, mais je trouvais que le premier John Wick, pareil, toi, c'est un peu plus profond que simplement un mec qui flingue des gens. Voilà. Est-ce que je peux amener un autre exemple ? Bon, j'ai parlé... Oui, vas-y. J'ai parlé de Starship Troopers tout à l'heure, mais je pense que le film est assez évident quand tu le regardes. Par contre, il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est Invasion Los Angeles, de John Carpenter. Et il y a une scène qui, pour moi, genre, une scène de baston, vraiment de coup de poing, qui en fait, les gens l'ont jugé trop longue, mais qui en fait schématise énormément ce que le film cherche à donner. Alors, je sais pas si vous avez Invasion Los Angeles en tête, Zaliv dans sa version originale. En gros, c'est un film où c'est une lutte des classes entre les bourgeois et les pauvres découvrent en fait, en arborant certaines lunettes, que les très riches contrôlent tout et sont en fait des extraterrestres, et que toutes les publicités sont des moyens détournés de te faire entrer dans la tête juste un ordre, obéis. Et en fait, les lunettes sont le seul moyen de comprendre la société de consommation et cette notion d'obéir aux extraterrestres, qui sont vraiment le très haut dans la société. Et il y a cette scène-là où en fait le personnage principal est incarné par un catcheur, j'ai oublié son nom, qui n'est même pas un acteur de base, c'est juste un catcheur. Bon, les catcheurs sont des acteurs aussi. Mais c'est cette scène où il va voir son pote, du coup prolétaire, et il essaie de lui foutre ses lunettes sur la gueule.
et son pote veut pas. Et c'est 5 minutes du catcheur qui gifle ou qui donne des coups à son pote pour essayer de l'assommer, pour essayer de lui foutre ses putains de lunettes sur les yeux. On peut comprendre cette scène de baston-là entre un mec qui veut absolument foutre des lunettes à son pote comme la difficulté de faire ouvrir les yeux à autrui sur les réalités du monde sociétal et consumériste. Donc voilà, c'est un très bon exemple d'une scène de baston qui a un sens extrêmement explicite. Moi, je pensais en film d'action, 2 exemples, mais qui sont un peu dans le même délire. J'aime bien un film d'action dans lequel le personnage ne bouge pas. Et on peut beaucoup penser à Phone Booth. C'est quoi le titre français? Fun Game. Fun Game. Et je pensais aussi à Buried. Voilà. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que dans le film d'action, comme tu disais, c'est genre des personnages qui fuient, qui occupent un espace, qui bougent dans tous les sens. Et je trouve que des films où justement le personnage est figé et dans lesquels tu arrives quand même à être mis en tension, à être toujours constamment surpris, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et est-ce que pour vous, c'est des films d'action? Oui, parce que le montage te donne cette sensation-là. Même si factuellement il se passe pas grand-chose en matière de mouvement, le montage te donne l'impression d'être dans un film d'action. C'est ça. Ouais, et l'évolution du montage dans le film d'action, il est assez intéressant parce que pendant plusieurs années, t'étais vraiment sur un truc très cut et maintenant, un peu grâce à John Wick également, t'es sur quelque chose qui revient beaucoup plus sur les plans assez longs. On va te montrer que la chorégraphie elle est là quoi et elle est importante. Ça vient, je dis John Wick parce que c'est là ce qu'il a remis au goût du jour, mais déjà dans Matrix t'avais déjà ça, donc les scènes d'action étaient pas surcutées à la mort dans Matrix. Hein, donc, Et là tu me dis cuté de ouf, mais saut. Ouais. Cuté genre tous les gens pris au piège. Est-ce que ça fait de saut un film d'action? Ça c'est un grand mot. Je sais pas quelle est la définition Julien. du film d'action. S'il a toujours pas vu Saw, Ah merde, putain, mais oui. J'aime bien, il levait les yeux en mode je songe. Mais en fait, je ne peux pas songer sur le film. Il a toujours pas vu, on l'a conseillé le premier, il a toujours pas vu. Non, mais mate le premier parce que c'est prévu. Fred, tu évoquais Phone Game. Saw est dans une continuité de Phone Game, c'est-à-dire que c'est un film d'action huis clos. C'est ça. En fait, le huis clos peut quand même produire des films d'action. Et ça, c'est fou. Bah, regarde, j'en ai pas parlé parce que j'ai parlé de Predator, mais moi, Piège au cristal, c'est un des meilleurs films d'action qui existent. Et ça se passe dans un immeuble. Alors certes, c'est très vertical, t'as ces changements d'étage, mais les lieux sont super fermés. Et je dis ça, mais Predator, c'est pareil, c'est une jungle. Et c'est ça qui est incroyable avec McTiernan, c'est que tu lui donnes un petit lieu, mais il t'en fait une pépite. Alors quand tu lui donnes Die Hard 3, tu lui donnes tout Los Angeles, t'inquiète pas qu'il se fait plaisir. New York, excusez-moi. Et Los Angeles, c'est dans Piège de cristal. Donc quand tu lui donnes New York dans le 3 et qu'il a vraiment toute la ville, bah t'inquiète pas, c'est un vrai terrain de jeu pour lui et il se fait plaisir. Après, faut arrêter de limiter les films d'action, avec les exemples qu'on a donnés, à Popon Boum Boum, Explosion. Puis au cinéma américain. Et au cinéma américain, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé non plus de films d'action français. Films d'action, mais même films d'action hongkongais ou... Indien, moi, à chaque fois que je rentre maintenant, Jérémy il regarde un film indien et je voilà. vois des trucs de fou. Mais voilà, en Inde, ils assument ce qu'ils font et franchement, moi je ne peux que vous conseiller RRR, qui est pour moi un des meilleurs films de 2021, donc 20 ou 2022, non, il est sorti. On en a beaucoup parlé, hein, c'est ça. Vraiment, c'est les films indiens en fait, ils veulent faire du film américain, mais avec tous les potards à fond et sans cynisme. C'est ça le truc. C'est qu'il n'y a aucun cynisme dans les films indiens. Là où les Américains ils vont faire des films d'action teintés de cynisme, voire totalement cyniques, les Indiens, ils auront beau faire n'importe quoi. Je vais vous prendre une scène dans RRR, qui est une scène où littéralement il y a un personnage qui passe en dessous d'un tigre en mode limbo, mais ce n'est pas traité de manière comique. Alors que dans un film américain, t'aurais un personnage qui ferait en mode regardez, vous avez vu, il a fait ça, tu vois. Il y a aucun cynisme dans les films indiens et tu le prends au sérieux, quoi. C'est pour ça, et tu le prends au sérieux. Donc je ne peux que vous conseiller RRR, et si vous voulez voir un peu d'autres films indiens, je vous conseille également Tigers in Dae et War. Merci pour ces recommandations. Le peu que j'ai vu en rentrant le soir après le travail, ça m'a fait bander. Ouais, je sais, parce que tu adores les mises en scène un peu kitsch, mais du coup ça fait un peu kitsch, mais en même temps c'est sérieux, donc du coup ça te plairait, je pense. Moi, ce que j'adore surtout, c'est le plaisir assumé de la réalisation. Voilà. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu sens que le réal, il voulait faire ça comme ça, il s'est fait plaisir, il partage son plaisir à l'écran, à l'image, et ça se voit, et donc tu te fais kiffer toi-même en tant que spectateur. Le mot de la fin, Julien, après tout, c'est ton Joker. C'est vrai, écoutez, regardez ces films si vous ne les avez pas vus. C'est quoi, je rentre chez moi et je regarde John Wick. Et comme disait Jérémy, ça ne se limite pas qu'au cinéma américain et que c'est un cinéma mondial et qui est plus profond que ce qu'on peut croire. Voilà. Merci Julien, merci pour les films d'action.
Très bon sujet, j'ai bien aimé. Ouais, franchement, c'était cool. C'était pas notre guerre, mais on l'a fait. Du Ah. coup, le mot de la fin de DCP même. Oui, mais attends, attends, ne grille pas les étapes, monsieur. Il faut que tu nous dises qui aura le prochain Joker. Ah, mais c'est vrai, qui aura le prochain Joker? C'est qui l'avait eu avant moi? C'était Fred. C'était Fred. Il finissait la boucle. Oui. Ouais, donc là, c'est un peu comme tu veux, quoi. Ah, Jérémy. Oh, merci beaucoup. Et ben voilà. Je sais pas du tout, j'ai pas d'idée en tête, mais je vais trouver. Jérémy, tu es le prochain. T'es malade. Bah non, mais pourquoi Mais c'est bon, j'en ai ras le cul, là, c'est En bon. fait, j'ai appuyé. Alors, je tiens à dire, je laisse ma place au prochain DCP, c'est bon. Non, mais. Tu vas chialer? Non, mais Bah là, ouais. j'ai appuyé au hasard en me disant il y a sûrement un truc genre, mais non, c'est. Non, ça passait pas. Tout est péjoratif, tous nos mèmes sont péjoratifs. Vous savez quoi, Voilà. la prochaine émission, Alors- les 4 seront hyper positifs. Voilà. C'est la positive attitude. Là, c'était. Ouais. C'est bon, moi maintenant je me fais insulter, alors hein, je laisse ma place. Il y aura une caution meuf la prochaine fois, c'est bon. DCP, cet épisode, eh ben, on a parlé de films qu'on n'a pas aimés. Et ben, la prochaine fois, on espère qu'on aimera les films qu'on va voir. Voilà, on sait pas, on a quelques petites idées de films qu'on va voir, mais. Sur ce, les amis, on va vous laisser tranquille. On va vous dire au revoir. C'est le moment de dire au revoir. Ah, pardon. Au revoir. Au revoir. C'était très sympa. Et bonne d'être semaine à avec vous. tous. Voilà. Bonne semaine, bonne semaine. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Spotify, Apple Music, via la chaîne Wishing Light Channel. Et on vous fait des gros bisous. Et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines.